Non, c'est parce que c'est tout, en fait, voilà, bref, quoi. Ça veut dire que dans les deux conférences, je ne sais pas exactement pourquoi, je ne savais pas comment commencer, en fait, à chaque fois, l'introduction sur le bouquin. Et en fait, à chaque fois, j'ai commencé à parler, tu vois, de dire que ça y est, c'était la fin du monde, que tu vois, c'est un peu comme Jonas qui dit dans 40 jours, la ville sera détruite. Et tu vois, et en fait, voilà, quoi, c'était ça. Alors, le truc, c'est, tu vois, c'est par exemple, quand j'ai dit ça, par exemple, dans le 10e, là-bas, c'était, tu vois, c'était les mecs, ils étaient, les mecs et les meufs et tout ça, le public, ils étaient super en denial. Ils étaient, tu vois, je sais pas comment dire, c'était, tu vois, ils disaient, ouais, n'importe quoi. C'est ça, en fait, ils avaient une réception, tu vois, ils étaient super à dire non, tu vois, ils étaient super contre cette idée. Pour eux, tu vois, tout est normal, tout va bien, blablabla, etc. Et c'était sympa, c'était rigolo, c'était ça la première réception, c'était ça la réception, en fait, qu'il y a eu là-bas dans le 10e, etc. J'ai vu là-bas même aussi des gauchistes, il y avait des LFistes, il y avait tout ce qu'on voulait là-bas. Tu vois, non, c'est sympa, c'était de voir les intellectuels de gauche. Ouais, ouais, il y a encore, ça existe encore. C'était rigolo de voir le public. Mais ça veut dire, tu vois, donc il y avait, tu vois, et en fait, tu vois, enfin bref, donc il y avait ça, mais disons que pour la première fois, ça veut dire, quand j'ai fait le cours là-bas, comment dire, dans le 17e, les mecs, ils étaient beaucoup plus, ça veut dire, on voyait qu'en fait, si tu veux, c'était mainstream pour eux d'accepter cette idée de dire que, ouais, en fait, on est dans une, on court vers la catastrophe et qu'en fait, c'est presque un, comment dire, c'est-à-dire que c'est presque une sorte je sais pas comment dire, de dynamique engagée qu'on peut pas faire marche arrière. Donc, ça serait très difficile de faire marche arrière, etc. Et en fait, moi, il y en avait qui tu vois, qui disaient, ouais, qui ont commencé à dire, ouais, mais il y a Trump, il y a Elon Musk et tout ça, machin, blablabla. Et en tout cas, il y avait cette fille-là, en fait, elle était super, elle mettait toujours de l'eau dans mon moulin, quoi. Ça veut dire, mais simplement, moi, j'avais pas exprimé, disons, elle a mieux exprimé que moi l'idée que ça venait, en fait, du libéralisme économique, etc., etc., et que, tu vois, c'était quelque chose, en fait, systémique qui était, en fait, dans la société de consommation, dans le libéralisme, etc. En fait, nous, elle a exprimé, mais elle pensait aussi qu'il y avait un complot derrière, tu vois, c'est-à-dire il y avait un grand, je sais pas quoi, une sorte de grand plan fait par des gens en Amérique. Elle sait quoi, que l'Amérique, c'est le grand Satan, etc. Et machin, blablabla. Après ça, voilà, c'était tout. Mais après ça, il y avait du côté On est des. pris au tech surtout, elles s'en est pris aux transhumanistes, à Ouais, tout ce qui était tech, qui était pour la réduction de la ouais. population, de réduire la population. Mais ce qui est bon, bah, ça, c'est une vieille lune en plus, c'est même pas très récent, ça. Ouais, mais bon, tu vois, mais voilà, moi, ce que moi je disais, que c'était simplement que c'était naturel, c'est-à-dire que c'était ça, Adam qui avait été jeté du jardin d'Éden, c'est l'arbre de la connaissance, que, en fait, tu vois, c'est sûr que ça détruit l'humain, etc., mais c'était un mouvement qui avait commencé depuis les Lumières, et qu'en fait, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas nécessairement aller contre, et qu'en fait, l'idée, c'est du matriarche, ça serait en fait, déjà donc, ça allait apporter une crise, certainement, comme il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, etc., parce qu'en fait, si tu veux, les crises, elles viennent du fait que l'homme, il a du mal à s'adapter au progrès technologique. Tu vois, j'ai cité Charlie Chaplin dans les temps modernes, j'ai cité Heidegger et tout ça. Et qu'en fait, c'est en train d'arriver maintenant avec la nouvelle. Donc, grâce à la Deuxième Guerre mondiale, si tu veux, on a digéré l'industrie, la production de masse et tout ça. Mais maintenant, on a besoin d'une autre guerre, en fait, pour digérer l'intelligence artificielle et tous les nouveaux trucs, tu vois. Et bref, mais c'était grosso modo, c'était ça. Voilà, ça parlait de cette idée-là. Et cette idée-là, machin, ça a pris énormément de temps parce que les gens débattaient, tout ça, etc. Mais c'est clair que c'est super rigolo de voir la différence. Moi, ce qui m'a fait le plus rigoler, c'est la différence homme-femme. C'est la manière que les femmes elles ont de réfléchir aux États-Unis versus la manière des femmes de réfléchir en France. C'est complètement incroyablement différent. Et les mecs aussi, quoi. Parce qu'en fait, tu vois clairement que c'est super rigolo. C'est-à-dire, parce qu'en fait, tu vois, en Amérique, si tu veux, les femmes, elles sont clairement antagonisées aux mecs, tu vois. Et donc, pour elles, tu vois, c'est un parti pris, tu vois. C'est-à-dire, en Amérique, il y a une guerre des sexes, tu vois, complètement ouverte, tu vois. Ça veut dire, les meufs, elles prennent les mecs pour des cons et vice-versa, tu vois. Mais ça fait, tu vois, mais ça fait, tu vois, c'est-à-dire que quand tu pars tu vois, quand c'est ça l'état, si tu veux, de la société, en fait, ça fait que les mecs, ils deviennent super intelligents. Parce que tu vois, ça veut dire comme ils n'ont pas de. Tu vois, si tu veux, si tu n'as pas d'amour, tu n'as personne, en fait, tu vois, tu deviens vachement moins. Donc, tu vois, tu te déshumanises, tu deviens, tu vois, super nerdy et tu deviens, en fait, super intelligent aussi, tu vois. Parce qu'en fait, t'as pas de confort, tu n'as pas de réconfort qui viendrait, tu vois, si tu veux, d'un backup, tu vois, émotionnel, etc. Donc, ça t'entraîne, si tu vas devenir, tu vois, voilà, si tu vois tous les mecs de la Silicon Valley et tout ça, c'est des mecs, tu vois, en fait, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pour ça qu'elle pensait, ouais, que c'était un truc, un complot et tout ça, mais non, c'est parce que l'Amérique, c'est une société sans amour, c'est une société, tu vois,
vois, où en fait, tu vois, personne n'est là pour t'aider, tu vois, ça veut dire, le mec, c'est le seul mec, un mec qui est gentil, il meurt le lendemain, tu vois. Donc, ça veut dire, mais c'est clair, c'est comme ça, tu vois. Donc, ok, donc ça te rend intelligent, au fond, tu vois, c'est clair, tu vois, ça te rend d'un côté violent, ça peut te rendre plein de choses, tu vois, mais une des choses que ça fait, c'est que ça te rend intelligent, tu vois. Donc, en fait, les mecs en Amérique, en fait, par rapport aux mecs français, tu vois, ils sont plus intelligents, ça se voit. Et parce qu'en fait, tu vois, les mecs français, ils sont encore dans le système, tu vois, eux, ils sont supportés par leurs femmes et tout ça, qui sont, tu vois, qui sont derrière eux et tout ça. Moi, je suis super impressionné de comment est-ce que les meufs françaises, elles sont super encore derrière leur mari et tout ça, derrière les mecs et tout ça. C'est beau, la vérité, hein. Mais d'un autre côté, tu vois, mais le truc, c'est que les mecs, tu vois, en fait, ça les rend complètement con, tu vois, parce que, tu vois, ça veut dire, comme ils sont heureux, tu vois, ils n'ont pas tellement besoin de réfléchir. Donc, en fait, tu vois, ils réfléchissent, tu vois, vraiment avec 50 ans de retard, tu vois, comme si c'était à l'âge de Cro-Magnon, tu vois. Et tu vois, alors que les meufs, tu vois, elles sont vachement plus aware, tu vois, ça veut dire, en Amérique, les meufs, elles sont complètement connes, ça veut dire, tu vois, je sais pas, tu vois, un peu casse-tête, tu vois, c'est l'archétype de la meuf américaine, tu vois, si vous voulez, en France, tu vois, c'est comme Amélie Nothomb, tout ça, tu vois, elles sont connes, en fait, comme des balais, tu vois, parce que ça veut dire, quand tu t'opposes au mec et tout ça, et que tu unies ta féminité et tout ça, en fait, tu deviins une conne, tu vois, et c'est dans les meufs américaines, c'est ça, tu vois, c'est-à-dire quand elles sont dans les débats, c'est Stam, tu vois, tu vois, même quand elles disent que des conneries, tu vois, elles réfléchissent que par comment dire, que par des slogans pratiquement, tu vois, elles sont incapables de faire un raisonnement de 1 + 1 = 2, tu vois, tu vois, ça veut dire, elles réfléchissent que, tu vois, qu'en disant des slogans, des machins et tout ça. Un peu, beaucoup, tu vois, mais voilà, et tu vois, alors que quand tu vas en France, tu vois, tu vois le contraire, tu vois, les meufs, elles sont vachement, tu vois, tu vois, elles réfléchissent, tu vois, ça veut dire, elles font des raisonnements, quoi, déjà, tu vois, et plus que les mecs, tu vois, ça veut dire, moi, j'ai vu, quand j'ai fait les cours en France, que la réception féminine, elle était meilleure que la réception masculine, tu vois. C'est clair, tu vois, c'est super clair. Et donc, ça, c'est manienne, tu vois. Ça, c'est le truc que j'ai appris, tu vois, maintenant, c'est conférence, tu vois. Ça veut dire, même quand tu vois, quand j'étais dans le 10e et que c'est des intellos de gauche et tout ça, et que tu vois, en fait, comme tu vois, à chaque fois, moi, j'adapte le cours par rapport au public parce que je veux pas, tu vois, que ça se termine par un lynchage ou par, tu vois, des trucs. Donc, tu vois, tu vois, j'étais parti, tu vas dire, ouais, en fait, il y a pas de sujet, tu vois, j'ai commencé à parler sur la mystique et tout ça, et tu voyais clairement que les meufs, elles pigeaient plus, tu vois, qu'est-ce que ça voulait dire, etc., et machin, blablabla, que les mecs, tu vois, que c'est super rigolo, tu vois, mais c'est sûr que c'est intéressant, ça veut dire que ça veut dire que les mecs, quand ils reçoivent de l'amour, en tous les cas, ça veut dire, tu vois, ça va d'un côté, si tu sens qu'ils sont mieux, et tu vois, ils assument plus leur place d'homme, ils sont plus naturels, tout ça, mais c'est sûr que en fait, d'une certaine manière, tu vois, ils restent, tu vois, vachement en retard, quoi, vachement, tu vois, pas du tout sensibles, en fait, au problème ça les rend insensibles au problème de la société, en réalité, tu vois. Tu vois, c'est manière. C'est ça, en tout cas, c'est le truc qui m'a choqué. C'est vrai, le truc qui m'a choqué, mais c'est ce que j'ai appris de ces conférences. Ah oui, ça, c'était rigolo, quoi. C'était quand même, la réception, surtout que dans le 17e, elle était, honnêtement, moi, je pensais pas partir sur ça. Moi, je sais pas pourquoi dans les deux, je suis parti sur ça, honnêtement, je sais même pas pourquoi. C'est parce que j'avais pas comment commencer le cours, quoi. Et toujours, je me dis, tu vois, il faut que je fasse une intro et j'ai toujours du mal, tu vois. À chaque fois, quand je commence les cours, j'ai toujours du mal sur le début à partir, tu vois. C'est comme du diesel, quoi. C'est un peu, j'ai toujours du mal au démarrage, quoi. Et le problème, c'est qu'après le démarrage, il dure 4 heures. Enfin bref, voilà, donc j'en sais rien, mais c'était ça l'histoire, c'est qu'elle était d'accord sur l'idée que, en fait, d'une manière systémique, en fait, à part qu'elle pensait encore que c'était complotiste, mais voilà, qu'on allait, ça veut dire qu'en fait, on était en train de perdre notre humanité, et que c'était quelque chose et tout le rapport à l'idéalisme, etc., et que tout le rapport au romantisme ou l'idéalisme devenait obsolète aujourd'hui, et que donc, en fait, il fallait envisager, elle n'avait pas de solution, tu vois, pour elle, c'était un complot, et il fallait se battre contre la modernité, tu vois. Alors que moi, je disais, tu peux pas te battre contre la modernité, le monde, il avance, et c'est comme ça. Toi, ce que tu peux, c'est chercher des brèches, tu vois, je leur ai sorti l'histoire que je vous donne dans le cours, etc., machin, là, et tu vois, ou bien, tu vois, ça veut dire, voir ce qui se passe, parce que ça veut dire peut-être qu'on est jeté du jardin d'Éden, mais finalement, c'est peut-être l'avènement messianique, il est transhumain, il est post-humain, etc., on n'en sait rien. Mais tu vois, ça veut dire, mais que voilà, après ça veut dire qu'il faut, le message de la Torah, il a toujours son sens là-dedans, tu vois, je veux dire. Pour moi, c'est pas, tu vois, évidemment, et les mecs là-bas, par contre, tu vois, il y avait des mecs qui étaient super gourus, tu vois, style homme de Cro-Magnon et tout ça, quoi, la Torah, blablabla, tu vois, ça veut dire les Trump et tout ça. Ça veut dire, voilà, c'est Sama, il y avait du show et tout ça, c'était bien. Tu vois, ouais, mais bon, je sais pas si on peut appeler ça l'étude de la Torah.
Moi, j'ai vraiment du mal avec les complotistes, quoi. Je trouve Ouais, vraiment que c'est un signe de bêtise absolue, quoi. Je sais ouais. même pas, je vois pas comment on peut. Quand Mais bien même il y aurait des complots, si tu veux, combien même, il y a certainement des cercles, des gens qui doivent se prendre pour des comploteurs, mais je vois pas comment Mais non, c'est pas ça. tu Moi, je peux, pense tu que peux prétendre. Enfin bon, c'est comme un film de James Bond avec des méchants, quoi. non, je pense pas qu'elle était complotiste, la fille, hein. Simplement, elle disait qu'il y a des gens qui commencent à penser le transhumanisme, enfin de la vie sans l'homme. Et on sait que Oui, le c'est mec un de peu Google, bon, le mec de Google il est investi sur le fait de ne pas mourir, là, de repousser la mort. Enfin, ouais, ils ont des idées comme ça, et c'est sûr que ces idées-là, c'est pas des idées humanistes, entre guillemets, repousser et la ce mort. qu'on ce qu'on Ça veut constate dire quand se même, débarrasser c'est que des autres. les idées, enfin, je veux dire, ce complotisme-là, c'est pratiquement, on se demande des fois si c'est pas majoritaire, si tu veux, dans la population. mais c'est pas une forme de C'est- bêtise. Pour moi, c'est vraiment un signe de descente, on va dire, du niveau, quoi. Ouais, Carrément. c'est clair, mais je vais t'expliquer un peu, moi. Moi, je dis d'où ça vient. C'est parce que moi, ce qui a fait que moi, moi, ce que je sais, c'est pourquoi même je considère même pas, tu vois, cette théorie-là ou tu vois quelque chose comme ça, c'est parce que, tu vois, moi, j'ai connu le monde du business, tu vois, et quand tu connais les mecs, tu vois, quand tu connais les mecs super riches, tu vois, vraiment très riches, tu vois que les mecs, ils se détestent les uns les autres, tu peux pas t'imaginer, et ils sont tous en concurrence, c'est-à-dire, ils peuvent pas se parler, même les mecs, tu vois, qui sont de la même famille, même les mecs qui tuent tout ce que tu veux, qui ont des associations dans le business, ils sont à couteau tiré les uns avec les autres. Ça veut dire qu'ils se font aucunement confiance. Ils sont complètement, tu vois. Donc c'est impossible qu'ils se mettent d'accord sur quelque chose. Tu vois, ça veut dire pourquoi quoi, même dans un intérêt commun, ils n'ont pas du tout cette madrigal. Ils sont très 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 loin de ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, mais si tu veux, la raison pour laquelle, tu vois, c'est ceux qui pensent comme ça, ceux qui ont la théorie du complot. En fait, c'est généralement des mecs. Tu vois, ça vient en fait des mecs qui ont travaillé dans l'administration, qui ont travaillé, tu vois, comme tu dis, même au CNRS. C'est pour ça que c'est pas un signe de stupidité. C'est parce que, comme en fait, par exemple, là où où tu pourrais, où c'est un peu complotiste, tu vois, où tu comprendrais un truc comme ça, c'est si tu travailles, tu vas à Harvard, tu vas à Princeton, tu vas au CNRS, c'est clair qu'en fait, il y a une clique, tu vois, qui est au-dessus et qui s'auto-machin et qui se, tu vois, si tu veux, et tu vois, qui oriente, tu vois, donc, donc ça peut être des gens très intelligents, très éduqués, simplement c'est des universitaires. C'est comme eux, ils ont vu dans leur milieu que ça fonctionne comme ça. Donc, simplement parce qu'ils n'ont pas vu autre chose, tu vois, donc ils projettent que c'est comme ça aussi ailleurs. Si on arrive là-bas, tu vois, c'est tout. C'est pas une preuve de stupidité, c'est une preuve de. C'est en général des mecs tu vois, qui ont vécu dans des administrations. Parce que dans les administrations, ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne avec, tu vois, avec tu vois, des magouilles, tu vois, si tu veux, et très fermé avec, tu vois, mafieux. Tu vois, les administrations, elles sont mafieuses aujourd'hui. Tu vois, elles sont un côté mafieux. Ouais, c'est ça. Il faut être dans des cercles fermés, des choses qui sont, on va dire, qui sont très peu perméables, des organisations qui sont très peu perméables Non, euh, mais Elle est pas très à des intelligente. facteurs extérieurs. Mais quand tu réfléchis, il y a tellement, on va dire, de facteurs de complexité comme ça je veux dire, sur les événements, que même des gens qui sont supposés s'entendre et former une coalition, si tu veux, Ah, c'est c'est pour ça c'est extrêmement difficile, non, extrêmement complexe. On voit que ça a très très peu de chances moi, de marcher, quoi. Je veux dire, les, même les s'ils ont des complotistes, intérêts communs, comme tu dis. Je veux dire, ça peut comparer des businessmen à, tous à, les à des pays ou à mais des groupements, des choses. Je veux dire, c'est les, c'est- les c'est très très complotistes, compliqué. les complotistes qui les gênent, c'est l'information, surtout en France, où tu as une médias. information qui est très mainstream, Ouais, où tout le monde pense la même chose. Il y a très peu voilà, de qui sont. médias Oui, concurrents, de mais médias. est-ce qu'on Tout peut le monde. appeler ça un complot, si tu veux? Ouais, Est-ce non, Non, qu'on mais peut appeler ça? C'est non, le mais terme qui me. Bon, non, qui a non, une pensée non, toute bête comme ça, mainstream, parce que, on va dire, non, mais c'est les, pas un complot, comment dire, c'est pas ça le c'est la complot. facilité. Non, Voilà. c'est pas ça le complot. Mais ça, les gens voyant que tout le monde pense la même chose, ils se disent c'est pas possible. Il doit y avoir quelque chose qui les pousse à penser dans ce sens-là. C'est voilà. pas, ils n'ont aucune Oui, c'est preuve. ça. Il n'y en a C'est pas. Vous stupide. l'avez démontré tous les deux. Il n'y a pas de preuve et ça n'existe pas. Et pourquoi je deviens complotiste? C'est parce que quand je le vois, quand je vois les infos, j'ai l'impression d'entendre une seule voix qui parle. Donc, je me dis, il y a quelqu'un qui Oui, pousse derrière. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas se mettre. oui. Et c'est Alors que complètement vous l'avez dit con. aussi, personne ne s'entend. Ouais. Dans la société, tout le monde se dispute. Tout le monde. Alors, comment on arrive dans ce domaine-là, qui est censé m'informer, donc être par définition contradictoire, avoir si peu de contradictions? Et Ouais. c'est là qu'ils disent, les mecs, ils disent donc qu'il doit y avoir quelque chose derrière. C'est typique, ça a été typique le cas du vaccin parce que tout le monde a poussé en même temps pour le vaccin parce que c'était juste logique de pousser sur le vaccin. Et donc, Posez la c'est pas question, possible que tout Lydie. le monde soit d'accord sur quelque chose qui est si nouveau. Pourquoi ils se mettent d'accord sur du nouveau?
Ça aurait été, il y a un truc de 10 ans, ils auraient dit, bon, mais non, mais on n'a pas de recul. Bon, on s'en fout, on en avait du recul et tout ça, c'était absurde, mais ils étaient obligés de penser ça parce qu'ils disaient, c'est pas possible que tout le monde soit d'accord aussi vite sur un sujet qui est aussi sensible. Et alors, bah, la réponse est donc d'ailleurs quelque chose derrière qui pousse, et ça peut être que l'argent, et ainsi de suite, et après, ça nous tombe sur la gueule. D'accord, je pense que c'est différent. Éventuellement. C'est sûr que les médias, ils étaient sponsorisés ou poussés, tu vois, pour. Ça veut dire, c'est clair, tu vois, Zuckerberg, il a dit, tu vois, ils ont tous les messages anti-Covid, ils ont été enlevés de Facebook et tout ça, etc. Zuckerberg, il a admis lui-même, ça veut dire, c'est un des gros trucs, tu vois, qui. Anti-vax. Ouais, tous les trucs anti-vax. Oui, mais parce qu'il n'y avait aucune preuve. Non, mais d'accord, mais ils n'avaient pas de preuve. Écoute, le vaccin, moi, il y a une théorie simple, hein, c'est de voir s'il y a une épidémie de mort après la vaccination. Il n'y a pas eu d'épidémie de mort après la vaccination, on le saurait, quoi. Non, moi, je pas. Moi, je pense. Non, mais ouais. on le saurait. Il aurait pas... Alors, sinon, tu penses qu'il y a un complot qui est capable de cacher ça. Alors, c'est pas vrai. Je pense pas que c'est pas du tout. Non, mais on peut avoir la grille de lecture avec l'histoire de la tour de Babel, l'histoire de la langue une. Donc, si tu veux, c'est peut-être. Moi, je l'interprète quand même comme une tendance de fond de l'humanité, si tu veux, une volonté de parler une seule langue comme ça, si tu veux, de façon ce que tout le monde rentre un petit peu, d'éliminer le conflit, d'unifier, si tu veux. C'est peut-être une volonté profonde comme ça de l'être humain, quitte à renoncer comme ça en partie à sa liberté et à rentrer dans un système totalitaire comme ça, tu vois, sans aller dans le complot. Il y a peut-être là, enfin moi je le relie, j'essaierai de relier le phénomène à cet épisode de la Torah. Alors, comment t'expliques les conflits, qu'on est dans un monde de conflits permanents? C'était pas ça la tour de Babel, ils avaient l'air de s'entendre. On est dans un monde justement, c'est ce que je te dis. Justement, justement, si tu veux faire rentrer l'humanité, on va dire, dans un système universel comme ça, dans lequel tu vas éliminer les conflits. Sinon, la guerre est une fatalité. Si tu veux. À partir du moment où il y a eu les nations comme ça, à ce moment-là, il y a eu des frontières. Tout ça, c'est facteurs de division et facteurs de guerre, quoi. Donc, Mais ça il y a la tendance inverse, quoi. Moi, je pense qu'il a raison, mais je pense que tu vois, c'est-à-dire que ça promeut la guerre, les médias aussi promeuvent la guerre, mais je pense sur certains, ce que je veux dire, en tout cas, moi, je pense sur les vaccins, c'est un truc, tu vois, sur les vaccins, ok, c'est les vaccins, c'était quelque chose, je pense que c'est clair que pour certains individus, moi, je pense que les vaccins, il y a plein d'effets secondaires négatifs, moi, j'en suis convaincu, parce que moi, je l'ai vu sur moi-même, ça veut dire, moi, je sais, après, c'est un ressenti, hein, mais j'en sais, mais moi, j'ai l'impression, moi, j'ai senti des dégradations dans mon corps, etc., après avoir pris 3 doses et tout ça. J'en suis convaincu, honnêtement. Bref, j'en sais rien, je ne vais pas le prouver ni rien du tout, je m'en fous, tu vois ce que je veux dire, je les ai avalés, maintenant, c'est trop tard. Mais ce que je veux dire, je pense que pour l'humanité, c'était certainement bien que, c'est sûr que le vaccin, il a rendu l'épidémie beaucoup moins létale, que c'est pas du tout évident et que il y avait des grands risques. Surtout la raison pour laquelle ils ont promu le vaccin, c'est pas parce qu'ils pensaient que c'était sans risque, c'est parce qu'ils pensaient qu'il y avait beaucoup plus de risques que le vaccin, que le virus mue et devienne encore plus dangereux qu'avant. Et alors qu'en faisant ça, en fait, on allait, si tu veux, amoindrir le risque en fait d'une mutation du virus être plus létal. Et donc pour l'humanité dans sa globalité, pour la société occidentale, c'était positif de le faire. Et je pense donc c'est pour ça qu'il y a eu un consensus de promouvoir, tu vois, le vaccin. Tu vois ça, je pense, tu vois que c'est-à-dire je pense ça c'est le vaccin, c'est vraiment un truc et tout à fait, comment dire, c'est une exception parce que c'est normal, comme c'est une maladie qui est une épidémie qui se transmet par la respiration hyper contagieuse, c'est un peu normal que tu es obligé d'avoir un consensus et de vendre un truc. Et c'est normal que les gouvernements, etc., ça veut dire ils promouvoient un truc c'est une idée ou des lois qui sont orientées pour sauver la société, pas pour sauver l'individu. Tu vois, ça veut dire, ça veut dire, et ça a toujours été dans l'histoire des vaccins, ça a toujours été comme ça. Même sur tous les vaccins, on sait qu'il y a plein d'effets secondaires, même les vaccins qu'on connaît pendant des années. Alors, moi, je n'ai pas les noms, mais je sais. Non, mais le principe même du médicament, c'est il y a un effet secondaire. Enfin, il y a un effet, donc il y a des effets secondaires, c'est normal. Oui, mais bon, ce vaccin, je ne vais pas dire. Pour moi, sur les médias, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis sur les médias une seule chose, parce que moi, j'ai l'expérience des médias, tu vois, c'est-à-dire, parce que moi, tu vois, ça veut dire, moi, j'ai vu, c'est-à-dire, parce que voilà, j'ai l'expérience des médias.
Et moi, si tu veux, moi, je suis comme tous ceux qui sont été, tu vois, si tu veux, qui sont un peu blacklistés, tu vois, si tu veux. Et ça veut dire, mais je te dis pourquoi, et je te dis pourquoi je suis blacklisté, c'est aussi très simple. C'est pas du tout parce que il y a un complot des médias qui m'aiment pas et tout ça, etc., ou même des mecs, des journalistes qui m'aiment pas, parce que moi, je les aime bien. Tu vois, même j'ai été reçu et tout ça. Ça veut dire que j'ai fait des dialogues et tout ça avec eux. Mais à partir du moment où tu sors d'une case, tu comprends, ça veut dire, pour eux, c'est beaucoup de la paresse. Et de la paresse, c'est pas plus compliqué que ça. C'est de la paresse et du fait qu'ils sont, en fait, si tu veux, sur, je sais pas comment expliquer, c'est pas sur, ils doivent sortir des trucs, ils doivent produire, que ce soit des interviews, que ce soit des analyses, que ce soit ce que tu veux, que ce soit des journaux, tous les jours ou toutes les semaines ou tous les machins, etc. et machin, blablabla. C'est impossible pour eux de travailler sur quelque chose. C'est impossible techniquement de travailler sur une pensée, si tu veux, une idée divergente qui nécessiterait, tu vois, de leur part un travail d'approfondissement, etc., etc. C'est même pas la réception du public, ni rien du tout. C'est que ça. C'est que pour eux, c'est hyper facile d'inviter BHL ou d'inviter Onfray ou d'inviter n'importe qui, qu'ils savent exactement qu'est-ce qu'il va dire, etc. et que c'est dans une case et que le public, il s'attend déjà à ça et que ça veut dire, on rentre dans un système on sait qu'on doit inviter tant et tant de personnes qui font de telle et telle partie, de telle et telle mouvance, et on sait qu'ils vont dire ça et ça. Donc, ça rentre dans notre programme, et c'est ça ce que leur boss il leur dit, etc. Et c'est rien que pour ça. Et celui qui rentre pas dans les cases, etc., tu vois, ça risque de simplement donner du grabuge, et surtout, ça va occasionner du travail. C'est surtout que ça va occasionner du travail pour eux. Parce que ça veut dire, on ne sait pas ce qu'il va répondre, il faut préparer l'interview. Tu comprends, quand tu invites BHL, par exemple, ou Finkielkraut, n'importe qui, le journaliste, il n'a pas besoin de préparer l'interview. Il sait exactement les questions qu'il faut demander. Le type sait déjà qu'est-ce qu'il va répondre. Et donc, ça se passe comme une lettre à la poste, et c'est 15 minutes de préparation, et c'est envoyé, tu vois. Et tout le monde est content. Machin, là, tu vas prendre un type, même comme moi, ou n'importe qui, un citoyen lambda, même s'il te prend à toi, et il va faire l'interview, ça va être pour lui. C'est n'importe qui. C'est pas une question de son idée ni rien. C'est le fait même que le type, il doit accoucher d'une, tu vois, ça veut dire, il va dire quelque chose qui est plus complexe, qui va, tu vois, j'aime Musk, mais je vote Harris ou un truc comme ça veut dire un truc contradictoire déjà. Comment c'est possible? Et tu vas poser la question et que toi, tu vas dire une réponse, lui va être obligé d'élaborer sur ça. C'est pour lui, c'est du travail, c'est quelque chose qui va, tu vois, qui rentre pas dans sa grille, tu vois, de programmation, et c'est tout, tu vois, c'est pas plus que ça, je te promets que c'est pas plus que ça. Tu vois, et si tu veux voir exactement ça, comment ça, au micro, tu regardes Academ, comment ça fonctionne, et tu vois que c'est ça le truc. Ils disent, voilà, on a une plage pour les orthodoxes, et les orthodoxes peuvent dire que des trucs orthodoxes. On a une plage pour les réformes, et les réformes, ils doivent dire que des trucs réformes. On a une plage pour ça, et ils doivent dire que ça. Et tu rentres, et c'est-à-dire au début, tu vois, quand j'étais dans la plage orthodoxe, alors tu vois, il n'y avait aucun problème. Quand j'ai commencé à dire des trucs, c'était pas ça, ils ne savaient plus où mettre, donc ils se disent, bon, on peut pas te mettre, tu vois. Et je te jure, c'est ça l'idée, c'est tout, c'est pas plus que ça. Je sais pas si moi je regarde In24 News pour avoir les nouvelles, et il y a une émission qui s'appelle Les Grandes Gueules que tout le monde connaît. Une seule fois, a été invité le Rav que vous connaissez tous. Je vais le nommer. C'est Rav Sadine. Ouais, il est une seule fois, il a dit des choses qui sortaient du cadre, mais des choses intéressantes, percutantes. Il est plus revenu. Une seule fois, il est venu. Ils l'ont censuré sur comment ça s'appelle, sur Torah Box, ils l'ont enlevé. Ils avaient fait des trucs au départ, ils les ont enlevés. C'est l'un des rares mecs qui a été enlevé de Torah Box. Là, même au début, ils ont coupé des passages ou des trucs comme ça. Sur Sadine, sur Rav Sadine. Ouais. Oui, sur Rav Sadine, ouais, c'est un des mecs, parce qu'il était très. Lui, enfin, je sais pas, je pense qu'il aimait bien ces trucs-là aussi. Ouais, mais il a changé. Ça veut dire qu'aussi, lui aussi, tu vois, il est devenu orthodoxe après moi, et tu vois, ça veut dire, parce qu'il joue dans les deux. Lui, c'est un showman, tu vois, quand moi j'avais fait l'émission avec lui, comment ça s'appelle, tu vois, sur le truc qu'il y avait, quand il y avait eu les mariages, je sais plus, c'est quoi, c'était sur les homosexuels, je crois. J'avais fait une émission avec lui et Ackerman et tout ça, je sais pas si tu te rappelles de ça, c'était passé sur une radio israélienne. Et tu vois, il m'avait appelé, il m'a dit, ouais, t'es super en tant que showman et ça, il m'a continué à faire des débats ensemble et tout ça. Et moi, Ackerman de Ofrat, de Barouet. Il était venu à Nice. Il était venu à Nice une fois, il y a très longtemps, Ackerman. Là, je sais, mais tu vois, mais ça veut dire, voilà, mais bon, tu vois, pour eux, lui, c'est un peu, c'est tout, c'est du business. C'est-à-dire, il faut comprendre maintenant. Lui, il a compris, tu vois, comme plein de mecs, tu vois, pour eux, c'est du business, c'est du show et du business, tu vois. Et tant mieux, ils ont raison, parce que pour les Français, c'est comme ça qu'il faut le prendre, tu vois, je veux dire. Parce que voilà, mais si tu le prends pas comme ça, tu tombes en dépression, tu vois. Si tu le prends pas comme ça, j'ai pas entendu la chute. Si tu le prends pas comme ça, tu tombes en dépression.
Ah, en dépression. Si tu prends pas les cours de Torah avec les Français comme show business, tu vois, c'est une en dépression parce que voilà, quoi, c'est trop affreux, quoi. Mais voilà, mais qu'est-ce que je dis, voilà, mais bon, on va étudier et tout ça. Voilà. Je sais pas comment devenir. Mais non, je te dis l'histoire des médias, je ne sais pas du tout du complotisme, c'est parce qu'en fait, c'est. Non. Et c'est sûr que ça. Je ne pense pas que les médias sont complotistes. Je te dis comment on devient complotiste en regardant les médias. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu as expliqué pourquoi les médias sont comme ça, ils sont fainéants. Mais la fainéantise, dans l'œil du gars qui regarde, il se dit, c'est pas possible. La fainéantise, c'est pas le premier truc qui te vient à l'esprit. Le premier truc qui te vient à l'esprit, c'est qu'il y a quelqu'un qui leur pousse des datas, il faut qu'ils crachent, c'est tout, quoi. Et c'est vrai que quand tu regardes ça, et pire que ça, quand tu regardes ça, quand tu connais un sujet, moi, ça m'a toujours fait rigoler, c'est que j'écoute les news parce que j'écoute les news. La plupart du temps, je suis un béotien comme tout le monde. S'il y a un sujet que tu connais ou que tu maîtrises un petit peu plus, tu vois qu'ils disent des conneries. Alors, multiplié par tous les mecs qui sont tous spécialistes de quelque chose, donc ils disent des conneries tout le temps, finalement, c'est sûr. Mais toi, tu peux voir que sur ton domaine à toi. Dès qu'il parle d'Israël, je sais que c'est un tissu d'ânerie. Quand il parle de. Enfin bon, bref, il y a des sujets où tu sais que c'est un tissu d'ânerie, mais dans les autres sujets, tu dis non, sur l'Ukraine, ils doivent avoir raison. Ils disent tous la même chose. Ils doivent bien avoir raison. Et alors que si tu t'y connais, peut-être tu vas dire non. Je ne sais pas, mais je pense que c'est ça qui fait qu'il devient complotiste. C'est pas. J'ai quand même un truc à dire là-dessus sur les médias où j'avais compris à un moment, et c'est un journaliste assez célèbre, au moment de la deuxième intifada. Et j'avais été assister à une conférence avec ce journaliste là qui était assez connu à l'époque et qui avait expliqué, et là c'était une véritable révélation. Il y avait la fameuse image de ce petit Palestinien, là, un peu comme le petit Chinois devant le char israélien, etc., et qui est sur le point de se faire écraser. Et donc, tout le monde, c'était des feuges, tout le monde disait, mais c'est scandaleux de montrer un truc comme ça, on sait très bien que c'est faux. Et lui, il avait expliqué, c'était un goy, le mec, hein, rien à voir. Et il bossait à LCI, donc une chaîne, on va dire, d'information spécialisée. Et il a expliqué que les journalistes, en fait, ils voulaient montrer exactement ce que le public avait envie de voir. C'est ça. Oui. Ils te montrent, toi, comme tu dis, ce que les gens ont envie d'entendre, un peu de Finkielkraut, un peu. Mais on te montre et ils cherchent les images que le public voulait voir. Voilà, c'est tout. Et au besoin, on le fabrique ou on filme, ou alors on filme juste un petit côté de la vie. Et on voit ça souvent. Ça va dans l'excès, mais je veux dire, on voit que c'est des photomontages des fois, ou c'est des photos, ou c'est des films qui ont été pris il y a 10 ans et qui correspondent. Mais ça dénote une tendance, on va dire, qui est beaucoup plus subtile, qui est fait qu'on va aller chercher l'info que le public demande, si tu veux. Et pas du tout, et on se fiche de la vérité. Enfin, il y en a quand même, de temps en temps, tu tombes sur des articles plus fouillés avec des mecs intelligents et tu te dis, bon, il y a quelque chose de nouveau, ça apporte une réflexion, c'est un angle de vue différent, c'est intéressant, c'est étudié, etc. Mais la plupart du temps, c'est ça que tu vois. Ou c'est de la fainéantise, ou alors, moi, je reviens à l'idée quand même que il y a un côté grégaire comme ça qui est, on va dire, indissociable. Les gens veulent se foutre dans le troupeau et ils sont bien comme ça, si tu veux. Ça les conforte. C'est une façon, on va dire, c'est moins dur, quoi. Je sais pas ce qu'il y a derrière comme ça, mais si tu veux, c'est comme un seul homme, quoi. Mais si tu veux, moi j'ai dit dans mon livre de frère, il y a un chapitre sur ça. Quand je parle justement à partir de ça, c'est ce que j'ai dit, tu vois, dans la critique sur Foucault et tout ça, et sur Deleuze, c'est que, tu vois, j'ai dit oui, parce que j'ai dit que justement, dans le peuple d'Israël, en réalité, on voit qu'on te dit, ils s'unissent, tu vois, ils se reconnaissent dans une nation ou dans un leader, et après ça, si tu veux, ils reçoivent la Torah. Et parce que, tu vois, si tu veux, Foucault et Deleuze disent, ouais, le discours, c'est toujours un discours de justification du pouvoir. Et moi, je dis non, en fait, on voit bien, c'est dans la Torah, en fait, on te montre le contraire, on te dit, en fait, que on veut se mettre sous un pouvoir. Ouais, ça veut dire on veut se mettre sous la domination d'un pouvoir. Ça, les Juifs, ils veulent être comme un seul homme. Mais en fait, la connaissance, la recherche d'une connaissance transcendantale, elle naît de ça, en fait. Et tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est pour ça que moi, ça veut dire, je comprends ce que tu dis qu'il y a une volonté d'être un troupeau, tu vois. Mais en réalité, c'est pas du tout nécessaire que cette volonté d'être un troupeau, elle va faire une volonté de
on va tous braire ensemble, tu vois. Tu vois, ça veut dire que dans la Torah, en fait, si tu me dis, ils sont tous ensemble, on est comme un seul homme, un seul cœur. Mais en réalité, après ça, il y a l'ouverture sur un savoir transcendantal, tu vois, quelque chose où chacun, en fait, il cherche une vérité, même pas qui lui est propre, mais en tous les cas, une vérité qui serait, tu vois, qui serait, voilà, à rechercher à l'extérieur, qui serait une révélation de l'extérieur, pas simplement, on regarde ce qu'on est, tu vois. Et moi, je pense, tu vois, ça veut dire, c'est parce que il y a un chapitre, tu vois, dans le livre, je crois que c'est le chapitre 6, parce que j'ai dû le relire pour faire cette conférence-là. Donc, je le relise, ouais. Ah ouais, mais ouais, dans le chapitre 6, ça part sur ça, quand je parle sur, je pense que c'est le chapitre 6 où ça part sur l'histoire de la connaissance, tu vois, c'est pas du tout net que tu vois que le fait d'être un troupeau, ça amène, si tu veux, en fait, au fait de penser tous la même chose et de se renfermer sur du nombril, sur un narcissisme, tu vois, c'est pas, je dis en fait que quand un pouvoir, un gouvernement, un pouvoir, il a besoin de se justifier par une raison, c'est qu'il a déjà perdu sa justification, quoi. J'ai dit, tu vois, etc. Mais bon, voilà, donc j'en sais rien, tu vois, c'est pas si évident que ça, c'est pas si évident que ça. Mais je pense que là, pour le coup, c'est sûr que c'est le rôle du leader de faire ça, tu vois. C'est-à-dire que c'est sûr qu'en fait, le leader, il pourrait à ce moment-là, moi, je vois ça, ça veut dire, moi, je vois ça quand je fais les cours, tu vois, c'est le truc, c'est que quand tu fais une conférence comme il y avait hier où tu as plein de monde, en fait, tu pourrais simplement dire, ben voilà, on va braire ensemble et tout ça, et on va, tu vois, ça veut dire, et tu vois, on est simplement content d'être ensemble et tout ça, etc., comme si tu réponds à un Kaddish, tu vois, mais tu vois, alors que tu peux, en fait, moi, tu vois, ce que je fais, c'est au contraire, tu vois, j'essaie d'ouvrir, de dire, tu vois, allez-y, chacun parle et tout ça, et ça veut dire, tu vois, d'ouvrir le truc, tu vois, ça veut dire, tu vois, d'ouvrir que chacun, tu vois, il se pose des questions, tu vois, il s'ouvre sur quelque chose qui soit à l'extérieur, tu vois. Mais c'est sûr que pour le coup, tu vois, c'est sûr que le mec qui est en face, c'est le mec qui est en top, il a un gros rôle là-dedans. Ça veut dire il a un gros rôle. Mais bon, mais je veux dire, c'est pas nécessaire. Ce que je veux dire, voilà, je pense pas que c'est nécessaire le fait de se sentir un. Au contraire, moi, je pense que le fait de s'en sentir un, de s'identifier à une nation ou à un groupe, je pense pas que nécessairement ça entraîne le fait de penser la même chose, de vouloir être d'accord sur tout, etc. Tu vois, je pense pas du tout. Je pense que c'est une manipulation. C'est au contraire. Je pense que c'est une manipulation de cette c'est quand on n'arrive pas à se sentir un qu'on cherche à être d'accord sur tout, quoi. Tu vois, c'est parce qu'on cherche une unité à travers une pensée. Tu vois, c'est ce qu'on te dit. Les Juifs, ils étaient dans le Mont Sinaï et ils se sont ouverts sur une révélation qui était, tu vois, qui était transcendante, qui n'était pas. Voilà. À part de ce que je veux dire ça d'une manière technique, ce qui est super rigolo de voir quand tu parles de cette histoire du narcissisme, mais ça veut dire que d'abord renforcer maintenant encore plus avec les algorithmes, tu vois, parce que maintenant, même dans YouTube, si tu veux, l'idée c'est ce que ça te montre, c'est qu'avant tu disais tu voulais un accès sur les médias alternatifs, parce que tu dis voilà, les gens, on leur montre ce qu'ils veulent voir. Mais ce que je veux dire, ce qui est super rigolo, c'est que ce qu'on appelle ce qu'ils veulent voir, en fait, c'est sur du 2 ou 3%. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que, par exemple, parce que quand ils font les études de marché, tu vois, sur les films ou sur les machins, ils montrent un film, tu vois, je sais pas, et ils font un sondage, ils montrent des fins différentes, et ils font un sondage sur quelle fin vous voulez voir, etc. La différence entre les sondés, en général, elle est de 2% ou 3%. Et à cause du 3% pour cette fin-là, on va te mettre que des fins comme ça, tu vois, dans tous les films, tu vois, parce que c'est les 3% qui nous intéressent, tu vois, c'est d'avoir les 3% en plus qu'on n'avait pas avant, tu vois. Est-ce que c'est ça le marché? Mais c'est pour ça que c'est super en même temps, tu vois. C'est pour ça que ça crée, en fait, après ça, un super gros malaise. Parce que tous les autres, en fait, ils sont exclus. Et en plus, à force de voir toujours la même chose, en fait, ça ne devient plus la volonté de ce que tu voulais voir. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça se mord la queue, en fait, le truc. Tu vois, le système, il se mord la queue. C'est super. Et ce qui est intéressant, c'est-à-dire que maintenant, c'est reproduit par les algorithmes. C'est-à-dire ce que les journalistes ils faisaient, comme tu dis, de montrer ce qu'ils veulent, ce que les gens veulent voir, et en se basant sur 2% ou 3%. En réalité, maintenant, c'est quand tu vois les algorithmes de YouTube ou les algorithmes, tu vois ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle, c'est en fait des algorithmes de dire, en fait, c'est de faire du narcissisme. Ça veut dire, en fait, ce que tu veux voir, on te montre ce que tu veux voir. C'est ça l'intelligence artificielle. Ça veut dire, on te dit ce que tu veux entendre. Tu vois, grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne en réalité. Et en fait, tu vois, ça revient au même. C'est-à-dire que les gens, maintenant, ils coupent leur historique de YouTube parce qu'ils ne veulent plus être proposés les vidéos de YouTube qui sont tous dans le même, tu vois, qui parlent que d'une seule voix. Si tu as regardé des vidéos de droite, on va te proposer que des vidéos de droite. Si tu as regardé des vidéos de gauche, on va te proposer que des vidéos de gauche, quoi. Tu vois, c'est un truc, c'est un algorithme maintenant, il fonctionne comme les journalistes, quoi, si tu veux. C'est tout. Tu vois, c'est manière. Voilà, bref, comme ça. Ouais. Après, c'est suivi. Ouais. Ah ouais, c'est un petit peu. Voilà, on reprend le verre, voilà. Donc, 2 secondes. Donc, le verre à gauche, je pense que franchement, on est BR6, je crois qu'on est chapitre 6, je crois qu'on arrive dans le chapitre 6. Ouais. On n'a pas fait.
Attends, je te lance le robot. En décalage par rapport à Sefaria. Le Sefaria, il est déjà en décalage par rapport au livre. Oui, c'est ça. Sefaria, donc maintenant. Tu ouvres au robot? Ouais. Ah ouais, non, excuse-moi, je vais mettre le robot. Là, le robot, il aurait kiffé, en fait, c'est dommage. Tu vois, parce que tu vois, les trucs politiques, tu vois, en fait, il comprend mieux en général. Non, 2 secondes, j'avais pas vu, je l'ai pas vu. Non, mais je le vois pas, le robot. Il est pas. Toi, tu es en mute et il appelle le robot. Alors voilà. Je sais pas, il a disparu. Je l'ai admis. Ah bah, il est là. Il doit être en mute, hein, je t'avertis. Tu parles dans l'air. Hein. Ah non, je crois que je peux le valider moi-même, le robot, maintenant. Je n'ai plus besoin de te demander, je crois. Après, C'est nouveau. Je suis plus responsable. Voilà, donc maintenant, on est quoi? On est Béragola, en fait, on est dans le livre, on est quoi? Parce que je pense que alors, dans le livre, on est Kaf Pédalet, on est Bér Chichi et Mincha Dalet. Et donc la page, c'est Kaf Pédalet. Ok, d'accord. Et en fait. Amarava, c'est Psachim de Zain Dalet, toujours. Ok, Tzadik Dalet. Ok, Tzadik Dalet. Ouais. Mais il y en a plein de... Ah ouais. Il y en a plein. Ouais, non, j'ai compris. Ouais, en fait, c'est avant ça. Ok, je vois. C'est Od Makché. Tu dis Amarava, ça commence? Attends. Non. J'étais Alfé par Sim, par ça, ou Alma. Ouais, on a fait. La circonférence de la Terre, là. Ah ouais. La taille de la Terre et le profondeur du Rakia. Ok, donc pour moi, c'est dans Sefaria, c'est. Je vais faire un screen si vous voulez. Dans Sefaria, c'est BH et 5 et 2. Ouais, il y a un décalage de 1, ouais. Vas-y, dans 2 secondes, j'essaie de faire un screen comme ça. 2 secondes. Et je fais ça, Voilà, on va moins rigoler. Hein. On va moins faire les malins. C'est plus difficile de faire les BA que de faire des cours pour les Français. Heureusement, dans 2 secondes. Mais non, mais j'en sais rien. À chaque fois, je sais pas. À chaque fois, j'en sais rien. J'avance. Donc voilà. Voilà, Masha Amou, qui a Olam, ou Shishet Alafim par ça. Avec Sumha Derakia, Elef par ça. Donc, ce qu'ils ont dit que le monde, en réalité, c'était 6000 Barsaot. Donc, on avait regardé c'était quoi une Barsa la semaine dernière, je ne vais pas revenir sur ça. Je crois que c'est 4 km, un truc comme ça, j'ai oublié, c'était entre 4 km et 6 km, un truc comme ça. Et en général, en fait, si on avait fait le calcul, c'était pas si faux que ça, en fait. Ah oui, si on partait d'Israël, en réalité. Si on partait d'Israël, c'est possible que la circonférence du monde, elle était juste. Avec Somra des Rakia, élève par ça, mais que l'épaisseur du Rakia, elle était de 1000 par ça. Donc, puisque voilà, c'était un calcul de savoir le temps que le disque solaire, il faisait pour monter et descendre au-dessus de l'horizon. C'était une proportion par rapport au temps qu'il prenait pour se lever et se coucher. Donc, en fait, c'était arrivé à ça. C'était arrivé à ce que la profondeur du Rakia, c'était 1000 par ça. Ok, donc voilà, donc ça c'est ce qu'il dit. Donc maintenant il dit allez, Alda Terra, c'est-à-dire que ça ne monte pas à ton esprit, qui osé que cette mesure, elle a été donnée là au monde, caché à Hunimdad, Vishiu Angashmi, quand il est mesuré dans le monde matériel. Avalda, Lecham, mais sache qui Chachamim l'odibu miseklal, donc les sages n'ont pas parlé de ça du tout. Qui davar sheno magia el maut haolam vamitat mauto, car une chose qui n'arrive pas à l'essence du monde et la vérité de son essence, l'odibou miseklal, ils n'en ont pas parlé du tout. Aval machamrou qui a olam azé ou sheshet alafim, est-ce qu'ils ont dit que ce monde, en fait, il a 6000 soit par ça ou 6000 années? Otselomar ki maout ashiur azé ou el olam, c'est-à-dire que l'essence de cette mesure-là, c'est ce qu'il y a au monde. Bibli abata el shiur agashmi, sans regarder dans la mesure matérielle. Velo inu hahamim rak bemaout, donc ils ont cherché simplement l'essence, velo begashmi et pas la matérialité. Vedavarze au meyisoder horma, et ceci fait partie des bases de la sagesse. Ukva et berze bekama mekomot ainyanze, et donc ça a déjà été expliqué ça dans plusieurs endroits. Qui natnu hahamim shiur katan, que les sages ont donné une mesure petite. Venashiur aze mitzad amur hashanigle, et que cette mesure elle représente pas ce qu'on pourrait voir par nos sens. Rak mitzad maruto, mais par rapport à son essence, on va dire métaphysique.
Amrou Kar, c'est pour ça qu'ils ont dit ça. Donc il explique encore, il dit que Moshe Amrou, comme ils ont dit, Paro Shaya Bime Moshe, que Pharaon, qui à l'époque de Moshe, il faisait, je sais pas, une taille ridicule, Kar Vekar Katan, il était très petit. Mais d'avoir, avait dit, voilà, Mitzad Mauto, et ça parlait de son essence, on va dire, métaphysique. Regarde ça Arbe, et ça, tu peux le trouver beaucoup. Vehen la FR, car au contraire, Amrou, Shio, Gadol, des fois des mesures gigantesques. Deuxième Mitzad, même sur la taille de Moshe, par exemple, faisait au Mitzad Mauto, et c'est par rapport à son essence. Pafimou Katan, même si en fait, dans la réalité, il était plus petit que ça. Enze Mitzad Etzel Mauto, c'était pas à cause de son essence, mais c'était à cause j'ai oublié le nom, des propriétés, ça veut dire qu'on avait vu qu'il était aléatoire, des propriétés voilà, qui étaient de l'ordre du micré, de l'accident. Et donc ainsi ils ont dit sur lui qu'il était petit, même s'il était plus grand, c'était à cause d'autre chose. Mais dans son essence, à Moufchat, si on l'envisage séparé de la matérialité, c'était ça sa mesure. Ok, j'avance. Il ne faut pas que ça soit difficile à tes yeux que si on parle de quelque chose qui est complètement abstrait, comment on peut donner une mesure, en fait, voilà, une mesure de taille. Parce que c'est sûr qu'on peut donner une mesure même sur quelque chose qui n'est pas dans la matière. Parce que le nombre 6, il a l'essence de la perfection. C'est par le nombre 6, que la matérialité, on va dire, elle est finie, elle est perfectionnée. Parce que toute matière a 6 côtés. Donc, quand ils ont dit que le monde, il avait 6000 par ça, ils ont voulu dire qu'il y a c'est-à-dire que le monde a la perfection à l'intérieur de lui-même. C'est pour ça qu'il doit arriver en fait à 6000. Parce que ce monde-là, il est matériel. Et la matérialité, en fait, et la perfection de la matérialité, c'est 6. Moshe Idber, comme on a expliqué. Mais le monde a été créé en 6 jours. Vachevi, c'est chez Shabbat Kodesh. Et le 7e, qui est Shabbat Kodesh, il est séparé de 6 jours. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut faire la mesure du monde. Shechet alafim par ça, c'est-à-dire 6000 par ça. Mais Sumha de Hakia, et ça veut dire, et donc l'épaisseur du Hakia, qui est Nivdal Mina Olam, qui est séparé du monde, et par ça, c'est 1000 par ça. Donc, il va être derrière qui a le même. C'est déjà expliqué qu'il y a Zman Bageshem Domim, parce que donc, le temps et la matière Domim, ils se ressemblent, mais Hasim Veshavim, ils sont en fait l'un en relation à l'autre, donc comme s'il y a l'espace-temps en réalité, et donc ils sont équivalents. Ok. Donc, donc c'est pas pour rien qu'ils ont donné cette mesure. Mais c'est ça l'explication de la vérité des sages. Et même si les choses sont beaucoup plus profondes, pour Adam, les hommes, quand ils voient ça dans les paroles des sages, donc, ils interprètent qu'ils ont parlé en fait de la mesure qu'on peut donc sensible, qu'on peut voir d'une manière sensible. Et c'est pour ça que c'est loin de leurs yeux que le monde matériel, en fait, il fasse 6000 par ça. Mais Sumra de Rakia par ça et que l'épaisseur du Rakia, donc du firmament, soit 1000 par ça. Aval d'avar zeno, mais c'est pas en fait ce qu'ils ont dit. Kilo divraham minashio agashmi. Mais ils n'ont pas parlé de la mesure matérielle, mais ils parlent de l'essence de l'univers. Ils ont dit que son essence, c'est cette mesure-là. Mon cher Amarno, comme on a dit. Ça, c'est sûr que c'est les passages les plus énigmatiques du Maharal. C'est-à-dire que dans le Maharal, on a l'impression qu'il est dans la numérologie, quoi. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il est. Ça veut dire, voilà, il donne un sens aux chiffres et au nombre et une valeur, on va dire, métaphysique aux chiffres.
Ok, ça veut dire, c'est clair qu'on c'est dans la Kabbale et c'est sûr que c'est un truc juif, quoi. Même dans la Gada de Pessah, il y a ça avec, voilà, même, voilà, combien de Makot ils ont eu les Égyptiens sur la mer, blablabla, et on sort des chiffres, et après ça, Taïchad Miyodéa, tous ces machins-là, ça veut dire, on a l'impression que le chiffre, en fait, il a une valeur, il a un sens métaphysique, et bon, c'est, tu vois, c'est, whatever, tu vois, c'est très difficile à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, honnêtement. Ça veut dire, c'est difficile à comprendre. A priori, je sais pas quoi dire, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, je veux dire un petit hédouche si vous voulez, mais je sais pas si ça explique le Maharal, mais c'est-à-dire que, en réalité, ça veut dire, c'est-à-dire que dans la Kabbale, dans le Sefer Yetzirah, il y a marqué que le monde, il a été créé, tu vois, Bessefer ou Bessipour ou Bessafar. Mais on sait que les traductions, elles sont vraiment, ça veut dire, pour traduire, ça de beaucoup de manières. Mais on va dire, une des manières de traduire, ça serait le monde il a été créé Bessefer par le conte ou Bessipour et par le récit. Et en réalité, alors qu'est-ce que ça voudrait dire, tu vois? Mais c'est en fait, c'est possible, tu vois, c'est-à-dire que quand on, c'est bien, ça veut dire c'est possible que pour expliquer un peu comment, tu vois, ça veut dire comment ça marche, c'est comme si en fait, ça veut dire pour expliquer même par rapport, c'est-à-dire par rapport à la théorie du chaos, c'est-à-dire que pour expliquer la théorie du chaos qui explique le phénomène d'entropie, c'est-à-dire comme quoi, en fait, pourquoi le temps ne peut pas revenir en arrière, c'est parce qu'en réalité, il y a du chaos qui s'installe et c'est comme si en fait, il y a une matrice mathématique en fait qui fonctionne, mais à la base de la matrice de mathématique, il y a une sorte de delta qui fait que la matrice en fait, elle évolue et qu'elle crée du chaos et qu'elle évolue dans un certain sens. Tu vois, bon, tu vois, je suis désolé de parler des trucs comme ça, mais c'est parce que comme j'ai rien à dire sur les chiffres, alors je dis des trucs. Mais tu vois, mais ça veut dire que dans cette histoire-là, c'est-à-dire, dans cette histoire-là, ça voudrait dire qu'on a l'impression, c'est comme si en fait, il y a eu un mouvement originel, il y a eu un mouvement original dans le Bereshit, on va dire, et qu'en fait, donc il y a un mouvement qui s'est créé et en fait, ça veut dire qui s'organise, un système qui s'organise et qui se développe. Et ça, en fait, on a l'impression que c'est cette matrice-là que, en fait, on peut appeler Elohim, tu vois, c'est qu'on peut appeler Dieu. Et en réalité, c'est-à-dire, pour expliquer un truc, c'est-à-dire, je vais expliquer, c'est-à-dire, il y a une Gemara qui dit, dans Sota, qui dit, je vais l'amener 2 secondes, je vais rien ramener la Gemara, 2 secondes, je vais ramener la Gemara, pour pas que, 10 secondes. Donc, j'arrive, désolé, hein, 2 secondes, mais je pense que c'est 49B, je crois, ou 40. La Gemara dit en fait, il n'y a pas un jour où la malédiction elle est pire que l'autre. Donc, une seconde. Et la Gemara dit, il faut que j'aille retrouver cette Gemara, je vais essayer je suis désolé de prendre du temps. Voilà. La Gemara dit, ici, elle dit, c'est-à-dire la Gemara dit comme ça, elle dit, il n'y a pas un jour, ouais, Amarava, il dit, le Chol Yom Vayom, ça veut dire chaque jour, Meruba Kilelato Michel Chavero. La malédiction du jour, elle est toujours plus grande que celle du jour précédent. Je n'ai marre parce qu'il est marqué, Baboker Tomarmi Iten Erev, ça veut dire le soir tu diras, qui donnerait le matin tu diras, comme on était mieux hier soir, on va dire, Erev Tomar, et le soir tu diras, Iten Boker, comme on était mieux le matin. Et Boker, de quel matin parle-t-on? Boker d'Il Machar, si c'était Inima Boker d'Il Machar, si ça voulait dire le matin du lendemain, Miyada Mayave, est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il va avoir? Et là, des khalifs, mais ça va en fait de la veille. C'est-à-dire chaque jour, en fait, il y a une malédiction supérieure au jour précédent. Et la Gemara demande, elle dit, Vela Alma Mekayem, ça veut dire, mais le monde sur quoi il tient? Et elle dit, Akidusha décidera, ça veut dire sur la Kidusha
qu'on fait à la synagogue, où on traduit en araméen, donc c'est-à-dire de Uva Letzion, c'est la Kedusha de Uva Letzion, Yeshem Araba de Agadsa. Et sur le Yeshem Araba qu'on dit lorsqu'on fait un Kaddish, après avoir étudié une Agada du Talmud, le Kaddish à l'Israël. Chez Nehemar, puisque le verset dit Eretz Eifata Kemo Ofel Salmavet Velo Sedarim. C'est-à-dire, la terre, elle est fatiguée, ça veut dire elle va vers l'obscurité, ça veut dire comme vers la destruction, mais il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas d'ordre. Ayesh Sedarim, mais si on introduit l'ordre, Sophia Meofel, elle revient de l'obscurité. Tu vois, super énigmatique. Mais ça veut dire que l'idée de Dieu, ça veut dire, tu vois, voilà, je vais le voir en anglais si vous voulez la traduction en anglais, tu vois. Je sais pas, si vous voulez voir les deux, je vais zoomer un peu moins, voilà. Et voilà, ça veut dire, tu vois, donc, tu vois, ça veut dire, pourquoi le monde existe, tu vois, donc ce que je vous ai dit, tu vois, c'est, voilà, parce que, et en fait, c'est qu'est-ce que ça veut dire, cette mara, a priori, ça veut dire, Rachid dit qu'en fait, l'idée de le Kidusha des Sidra et le Kaddish qu'on fait après avoir étudié une Agada, c'est parce qu'en fait, il y a l'étude de la Torah et la sanctification du nom d'Hachem. C'est ce qu'il dit, tu vois, là-bas. Mais en fait, tu vois, ce qu'on a l'impression, tu vois, c'est vers cette histoire-là c'est-à-dire qu'en fait, quand on comprend c'est-à-dire ce que ça veut dire, a priori, ce qu'on a l'impression de ce que ça veut dire, c'est que, en fait, c'est comme si, en fait, comme on parlait justement du phénomène d'entropie, tu vois, c'est quand on s'est dit, voilà, il y a le chaos, ça veut dire, ce qui fait que le temps se développe, c'est le chaos, c'est pour ça qu'on dit vélo, c'est darim, il n'y a pas d'ordre, c'est quand il n'y a pas d'ordre, ça veut dire la terre, elle vient, la traduction du verset dans Yob, c'est langue of thick darkness, ça veut dire la terre qui devient obscure, aussi obscure que l'obscurité elle-même, tu vois, la terre qui devient ça veut dire une ombre de mort sans aucun ordre. Et ça, c'est un verset dans Job. Et donc, la Gemara dit, si jamais il y a un ordre, alors on revient à la lumière, qui est la lumière de la création du monde. Et tu vois, mais ce que ça voudrait dire, donc ce que je veux dire par là, c'est comme ça, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est ça veut dire, pour dire une idée, déjà, c'est que pourquoi est-ce qu'on dit un Kaddish, quand on fait le Kaddish à l'Israël, on le fait que sur une Agada. On ne fait pas le Kaddish si on dit une halakha. C'est-à-dire que si quelqu'un il fait une Mishnah et qu'il y a un minyan, on ne peut pas faire le Kaddish sur la Mishnah. Il faut qu'on dise, c'est pour ça qu'on dit à chaque fois de faire un Kaddish, on dit Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Hasa Kadosh Baruch Hu d'Israël. C'est parce qu'en fait, il faut faire le Kaddish sur une Agada. Et pas sur, comme la Gemara dit, elle dit le Kaddish, on le fait sur un Agada, c'est sur un Midrash, et pas sur une halakha. Et si tu veux, dans les commentateurs, ils disent, tu vois, Rabbi Yehuda Ayash, il dit que l'idée, c'est parce qu'en fait, dans la halakha, il y a une vérité objective. C'est soit c'est vrai, soit c'est faux. Et on ne sait pas si tu as dit vrai ou si tu as dit faux. Et tu sais même on change constamment d'avis. Donc, ce que tu penses être vrai aujourd'hui, c'est peut-être faux demain, etc. Mais donc, par contre, dans l'Agada, quand tu dis une Agada, tout ce qu'on dit, c'est vrai. Ça veut dire l'Agada, il n'y a pas de vérité objective, ça ne représente pas, ça reproduit pas, en fait, comment dire, ça veut dire la vérité, le sens littéral du verset ou le sens littéral même de l'Agma, ou même du Maral, c'est une interprétation. Donc, n'importe quelle interprétation que tu dis, si tu penses qu'elle est vraie, elle est vraie. Mais ça veut dire, voilà, donc c'est pour ça qu'il dit qu'on fait un Kaddish que sur des 24 heures du Mans ici, etc. J'ai assez le rodéo. Tu vois, mais c'est-à-dire que c'est pas qu'on fait un Kaddish que sur une Agada, on fait un Kaddish que si en fait c'est quelque chose qui est une interprétation subjective. Parce qu'en fait, comme elle est subjective, automatiquement elle est vraie pour le moment où elle a été dite, quoi. Et ça, c'est une chose, tu vois. Et en fait, la même chose, quand on parle de la Kedusha des Sidra, c'est la Kedusha de Uva Letzion. Rachid explique que c'est parce qu'il y a une traduction en araméen de cette Kedusha. On lit la Kedusha et on lit en fait la traduction en araméen. Et la traduction en araméen, c'est clairement, en fait, elle est aussi en décalage par rapport au texte lui-même. Puisque, tu vois, c'est-à-dire, en fait, on dit, même quand on regarde le texte, pourquoi là, on dit la traduction en araméen dans la synagogue, on l'a dit en silence. C'est parce qu'en fait, on dit dans les Midrashim, dans l'Agma, c'est parce qu'en fait, on ne veut pas que les anges ils soient jaloux, parce que dans la traduction en araméen, on dit que ceux qui sont saints, ce n'est pas les anges, c'est nous. On dit, l'armée, ça veut dire Kadosh, Kadosh, je ne sais pas quoi, ça veut dire c'est des gens de la synagogue qui sont saints, etc., etc. Et bref, donc, mais ce que je veux dire, dans cette histoire-là, c'est ce qu'on voit, c'est que le Kaddish, on a l'impression en réalité que dans cette histoire-là, c'est qu'on te dit, le temps avance, c'est un chaos, ça veut dire c'est parce qu'il y a le delta, en fait, si tu veux, du chaos qui arrive, et donc, en fait, ça nous éloigne, en fait, de la création du sens premier qu'il y avait dans la création du monde, et à chaque fois, si tu veux, on doit revenir par le Kaddish,
ça veut dire capter ce chaos qui a été créé dans le présent et par le Kaddish, en fait, le faire revenir à l'origine du monde. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, c'est ça l'histoire du récit et en fait du nombre. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le nombre, en fait, c'est le système en fait de Elohim qui est en fait qui est le système des lois de la nature et de la physique qui vont en se déplaçant et qui assure en fait que l'univers il continue à se développer, mais en même temps en se développant d'une certaine manière, il perd son sens originel. Il s'éloigne en fait de l'origine et donc normalement c'est ce que la Gemara dit, chaque jour il a sa malédiction qui est supérieure à la précédente, c'est-à-dire chaque jour en fait il s'éloigne du sens en fait de l'existence qui était en fait dans la création du monde. Il y a un sens qui serait lié au récit plus qu'au conte et qu'en fait à chaque fois par le Kaddish ou par la traduction par le Kaddish de la Haggadah ou par la Kedusha des Sidra, en fait on arrive à faire tenir le monde. Ça veut dire à donner à ce chaos une relation avec l'origine de l'univers, quoi. Quelque chose comme ça, tu vois, et ça serait ça le sens, tu vois, de c'est ça, Ayesh Sedarim, Tofia Meofel, c'est si jamais il y a de l'ordre, alors elle ressort du chaos. Tu vois, et Rachid dit même que même ces Sedarim, c'est l'ordre des parachutes de la semaine. Ça veut dire qu'en lisant les parachutes de la semaine, on relie à chaque fois, ça veut dire le chaos qui est créé en fait par l'existence elle-même, le développement de l'univers qui devient donc c'est-à-dire ce delta en fait ça veut dire qui se dévoie à chaque fois de l'origine. On arrive à le relier à l'origine par une sorte, tu vois, d'organisation qui est, tu vois, que ce soit l'organisation voilà des parachutes, du Kaddish ou des trucs comme ça, tu vois, ou de la Kedusha. Même j'ai dit, tu vois, c'est quand tu regardes dans le Seder de Pessah, on te parle de Seder et on te parle de Haggadah, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, tout est ordonné, mais qu'en fait, dedans, c'est le foutoir total. En réalité, c'est tout dans le récit, etc., qui est un peu n'importe quoi. Mais parce qu'en fait, on a l'impression qu'il faut relier, en fait, l'organisation, le Seder, le chiffre, en fait, avec le récit. Donc, je pense, tu vois, que c'est un des gros, c'est un des sens, en tous les cas, dans le Sefer Yetzirah, dans le livre d'Yetzirah, quand il dit que le monde a été créé par le nombre et par le récit. C'est comme, en fait, si tu veux, c'est le nombre, en fait, c'est Elohim, c'est le système de l'univers qui vient en se développant d'une manière mathématique et d'une manière, on va dire, systémique. Et en même temps, c'est le relier à l'origine de l'univers, il y a un récit. Tu vois, à mon avis, c'est le récit du fait qu'il fallait que même la conscience humaine, elle a existé, etc. Et donc, à chaque fois, il faut relier ce chaos qui est créé tu vois, par l'existence même de l'univers à l'origine, tu vois. Et on le fait comment? Par le Kaddish qu'on fait sur une Haggadah et par la Kedusha des Sidra qu'on fait à la synagogue, etc. Ou les Sidarim des parachiotes, un truc comme ça, tu vois. Et bon, voilà, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est parce que je veux dire quelque chose sur les nombres, parce que j'avais rien d'autre à dire. Mais tu vois, mais le Maharal, en fait, c'est pour ça que c'est possible, en fait, puisque si on doit réunifier les deux, tu vois, on a l'impression qu'il y a, ça veut dire, si on veut expliquer l'histoire, c'est si on pense qu'il y a, comment dire, il y a une idée qu'il faut réunifier le récit avec les nombres, et que c'est ça, en fait, ça veut dire, voilà, je sais pas, le but, ou ça veut dire, c'est comme ça qu'on donne un sens à l'univers. En fait, ça veut dire on comprend, tu vois, que les chiffres, ils peuvent avoir un sens métaphysique et que la Gemara, elle essaye comme il dit, tu vois, de donner un sens métaphysique aux chiffres, puisqu'en fait, a priori, ça serait ça le sens même ça veut dire le sens même de la Torah, quoi, un des sens de la Torah. C'est donner une sorte de relier, en fait, si tu veux, le chaos des nombres qui assure le développement de l'univers avec le sens du récit qui est l'émergence de la conscience humaine, quoi. Tu vois, qu'est-ce qu'est la création de la lumière au début, etc., etc. Mais bon, voilà, je sais pas, tu vois, honnêtement, tu vois, j'ai dit ça comme ça pour donner un truc, mais moi, je voulais revenir sur le Maharal, tu vois, mais ça veut dire, j'ai perdu le Maharal, non, je ne vais pas du Maharal, ça veut dire, voilà, mais ça veut dire, je vais revenir sur le. Mais voilà, je sais pas, en fait, mais le Maharal, clairement, lui, il fait de la numérologie, et tu vois, c'est sûr que dans la Kabbale, il y a beaucoup ça, etc., et tu vois, c'est compliqué, c'est compliqué à expliquer. C'est-à-dire, ça veut dire c'est compliqué à expliquer. Ça veut dire qu'on a l'impression que, ouais, c'est-à-dire, on a l'impression que les nombres, tu vois, c'est un peu, c'est quelque chose qui est, c'est-à-dire que la différence entre les lettres et les nombres, par exemple, c'est qu'en fait, les lettres, en fait, c'est des ustensiles, on va dire dans la Kabbale, ou même, c'est-à-dire les ustensiles, les lettres, elles créent des mondes, si tu veux, elles créent des mondes. C'est-à-dire que les lettres, en fait, elles sont, comme pour expliquer dans la Kabbale, c'est comme si elles sont l'expression de quelque chose, c'est comme le récit même. Le récit, ça crée des mondes. C'est-à-dire que quand tu vas dire quelque chose, en fait, tu crées une réalité
Et cette réalité, même le récit lui-même, en fait, c'est l'expression d'une réalité intérieure. Ça veut dire, tu crées une réalité. Pour expliquer comment ça fonctionne dans la Kabbale, comment est-ce qu'il y a ce principe que les Goïms ils ont gardé de abracadabra, ça veut dire je vais créer en parlant. Ça veut dire dans la Kabbale, ça veut dire en réalité que si tu exprimes une intériorité par quelque chose, et donc ça veut dire que tu habilles une intériorité avec un habit, ça veut dire par le discours, donc tu exprimes une idée que tu ressens vraiment, on va dire, ou qui reflète ton intériorité, ou quelque chose qui est vraiment intérieur. Alors à ce moment-là, ce récit que tu as donné, il va lui-même devenir l'âme de quelque chose d'autre, et il va s'habiller par autre chose. Tu vois, ça veut dire tout ce qui est extérieur devient intérieur. Si tout ce qui est extérieur devient intérieur, c'est justement, c'était véritablement extérieur. C'est ça l'idée. Et donc, ça crée. Tu vois, ça veut dire, ça crée quelque chose. Ça veut dire, si j'exprime quelque chose qui était véritablement intérieur, automatiquement, cette chose-là, elle va devenir l'intériorité de quelque chose d'autre, donc elle va créer quelque chose d'autre. Par un système de Guf ou Neshama. Et tu vois, c'est ça l'histoire de créer des univers, créer des mondes. Tu vois. Et ça veut dire, ça veut dire, mais ça, c'est dans les lettres. C'est-à-dire que ça, c'est dans les lettres et dans le récit. Mais dans les chiffres, en fait, tu vois, dans les nombres, on a l'impression, tu vois, d'après la Kabbale, c'est comme si les chiffres, ils sont hors monde. Ça veut dire, ils sont, comment expliquer, ça veut dire, et c'est ça, c'est super, c'est difficile à expliquer, ça veut dire, ils sont hors monde, mais ils sont enracinés dans le monde. Ça veut dire, et c'est pour ça, en fait, tu vois, ça veut dire, voilà, je sais pas exactement, tu vois, ce que ça veut dire, en fait, mais tu vois, c'est ça, de ce qu'on a dit, ça veut dire que c'est un autre système, c'est comme si à part le côté, ça veut dire Guf Neshama, ça veut dire, voilà, ça veut dire sens, on va dire intériorité, extériorité, qu'on pourrait retrouver, tu vois, tu parlerais, tu vois, de l'unité d'Hachem dans le monde à travers le monde, à travers la matière, tu vois, que Dieu, il est un dans ce système de intériorité, extériorité, il y aurait, en fait, si tu veux, il est un avec l'univers à travers ça, il y aurait comme une sorte de système parallèle, si on veut, quelque chose en fait qui relie Hachem à l'univers par le chiffre, par le nombre, parce que le nombre, il ne crée pas des univers. Parce que le monde, en fait, si tu veux, il n'est pas l'expression d'une intériorité. Il est en fait, si tu veux, d'après la Kabbale, le nombre, il est l'expression d'un décalage. C'est-à-dire que, pour expliquer l'histoire, c'est qu'en fait, à chaque fois, c'est pour ça que quand je vous ai parlé du système delta et tout ça, etc., c'est parce qu'en fait, c'est l'expression d'un décalage. C'est parce qu'en fait, l'idée, c'est que, comme je vous ai déjà dit 10 000 fois, c'est que entre l'intérieur et l'extérieur, même si en fait, si tu veux, l'intériorité, tu vois, créer une extériorité qui est son reflet complet, vraiment, qui est complètement son reflet, comme j'avais parlé avec l'histoire de l'imagerie médicale du cerveau et de la psychiatrie, ça veut dire la réalité psychique et la réalité physique, physiologique du cerveau. En réalité, il y a un décalage entre les deux. Comme je dis à chaque fois, ça veut dire qu'il y a toujours un décalage entre l'intérieur et l'extérieur, même s'ils sont comme le corps et l'âme, etc. Il y a un décalage. C'est pas la même chose, c'est pas la même réalité. C'est deux aspects d'une même réalité, mais c'est pas la même réalité en réalité. Et ça veut dire, ce décalage, en fait, il est exprimé dans la Kabbale à travers le nombre. Ça veut dire le nombre, c'est en fait, tu vois, c'est pour ça que je voulais parler du chaos, la théorie du chaos, de l'entropie, etc., avec le delta, etc. C'est parce qu'en fait, le nombre, c'est ce qui exprime le décalage qui exprime le décalage dans le 1, si tu veux. C'est comme tout fait 1 dans ce système de enveloppe extérieure-intérieure, mais en fait, il y a un décalage entre l'intérieur et l'extérieur, et le chiffre, en réalité, c'est ce qui oriente ce décalage, ou qui le décrit, ou qui l'oriente d'une certaine manière, ou qui l'articule. Moi, je vous ai fait un truc de Kabbalah générale, mais tu vois, mais à part ça, je sais pas, tu vois, donc, tu vois, qu'est-ce que tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ici, ça veut dire quand le Maharal, donc, il parle, en fait, d'un sens, tu vois, métaphysique du nombre 6, comme étant le nombre, tu vois, qui décrit, en fait, le système de l'univers. Voilà, tu vois, c'est compliqué, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, ça veut dire, c'est pas que, voilà, genre, non, tu vois, c'est compliqué. Voilà, ça veut dire, à mon avis, tu vois, ça veut dire, à mon avis, parce que moi, à part ça, je veux dire simplement des choses que je ne sais pas de quoi je parle du tout. Ça veut dire, moi, je dis à chaque fois que tu vois, ce que tu vois, c'est-à-dire, comme moi, je parle des fois avec mon fils, tu vois, que lui, il me dit, lui, je ne sais pas, il a la Kabbalah infuse, je ne sais pas exactement comment ça se fait, mais ça veut dire que lui, il me dit à chaque fois, il me dit, et donc je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire, mais à chaque fois, il me dit, ne crois pas que dans la Kabbalah, les chiffres, ils se succèdent comme dans les mathématiques, c'est-à-dire qu'un est après l'autre. Il me dit à chaque fois, chaque chiffre, en fait, c'est un univers en soi. Et dans le Kabbalah, le 6 n'est pas au-dessus du 5, ou n'est pas ce qui vient après le 5.
Chaque fois, il me dit ça. Ça veut dire que c'est un univers en soi. Mais donc, je sais pas moi-même ce qu'il veut dire par là. Mais je pense qu'il doit avoir raison quelque part, tu vois. Mais voilà. Mais ce que je veux dire, donc je sais pas en quoi. Parce que si jamais en fait l'idée du 6, ça fait en fait ce qui décrit l'univers. Tu vois, on a l'impression, ça veut dire ça. Moi, ça me fait penser plutôt à la lettre Vav. Et ça voudrait dire, en fait, c'est comme si, parce qu'il a parlé encore une fois, de la taille de Moshe, de la taille de Pharaon, etc. On a l'impression encore que ça parle, en fait, ça veut dire de la ligne directrice qui est liée à la sexualité masculine, etc. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y aurait une orientation de l'univers, il y aurait une direction. Tu vois, ça veut dire, moi, j'ai l'impression que le 6, c'est ce qui s'opposerait, en fait, à la sphère, moi, je pense, tu vois. Parce qu'en fait, le 6, tu vois, c'est tu prends un cube, tu vois, et tu as les 4 directions, tu as les 4 faces du cube et le haut et le bas, quoi. Et en fait, je pense, tu vois, que ça veut dire que dans une sphère, tu ne retrouverais pas, en fait, ça veut dire que tu ne retrouverais pas le 6, quoi. Tu retrouverais simplement un rayon unique ou quelque chose comme ça. Tu vois, c'est ça ce que moi, j'ai l'impression. Tu vois, c'est ça ce que j'aurais dit. Je ne suis pas sûr d'avoir raison du tout. Mais voilà, en tout cas, c'est difficile à dire ce qu'il veut avec cette histoire du nombre 6. Et en tout cas, il voudrait dire que le monde, en fait, il fait 6, mais que le Rakia, il fait 1, quoi. En tous les cas, ça, c'est ce qui apparaît, puisqu'il dit le Rakia, il fait 1000 par ça, et le monde, il fait 6000 par ça. Bon, je ne sais pas, honnêtement, plus que ça, tu vois. C'est clair que le 6, c'est les 4 points cardinaux, et le haut et le bas, mais voilà. Et surtout, c'est que ça fait abstraction du centre, quoi. C'est-à-dire, c'est surtout ça, quoi. Et voilà. Bon, je sais pas, tu vois, j'avance parce que je ne sais pas quoi dire d'autre, tu vois. J'ai vu ces descriptions au cas comme ça, si ça vous intéresse, quand ça vous a un petit. Je sais pas, c'est les infos que j'ai à donner, bien que j'ai pas, tu vois, j'arrive pas à les mettre sur le marin ni à les trucs. Bon, 20 mots, donc ils ont dit après ça, Kisumka de Rakia élève par ça, que l'épaisseur du Rakia c'est 1000 par ça. Marcham et Psachim et Isabelle en Psachim, j'ai Kach Noten Asvara, que c'est ce que la logique elle veut ou la raison donne, qui a Tralatayom, puisque le début du jour, Aïnou Minalot Ashachar, c'est-à-dire les lueurs de l'aube, Adanet Sahama, jusqu'à ce que le soleil sorte, le disque qui sort de l'horizon, Zedome au Metiares à la Rakia, donc ça ressemble au Rakia, chez Atralatawalam, qui serait le début du monde, au Malach Adam Minalot Ashachar, Adanet Sahama, et la distance qu'un homme peut parcourir entre le début de l'aube, ça veut dire le début, quand le disque solaire il est sous l'horizon, Adanet Sahama, ça veut dire quand le disque solaire est au-dessus de l'horizon, ou Echad Meshisham et Ma'alach Koladam Bayom, c'est 1/6 de ce qu'un homme il peut marcher dans une journée. Donc en fait, c'est 1/6 de la taille du monde. Donc Mokhan et Salahama, ainsi au niveau du soleil, Ma'alach Shela, ça veut dire son mouvement, Minalot Ashahar Adanet Sahama. Donc, ça veut dire donc des lueurs de l'aube, c'est-à-dire quand le soleil est sous l'horizon, Adnet Sachama, jusqu'à ce que le soleil est au-dessus de l'horizon. Donc, Khalek Shishit, c'est 1/6. Donc, va Marno, nous avons déjà dit qui est Mala Hachama Shishat Alafim par ça. Donc, on a déjà dit que le monde, en fait, le soleil parcourait dans la journée 6000 par ça. Shiumaut Taolam, qui est l'essence du monde. Ainsi, il y a eu le conseil de Rakia, chez Ochelek Shishit Shel Malachayom, qui est 1/6 de ce qu'un homme marche, chez Oshishet Alafim par ça, qui est 6000 par ça, Kav Ki Malachama, chez Makefet Aolam, et même si jamais, donc, ça veut dire le malach, je sais pas comment dire, le voyage, ou j'en sais rien, ça veut dire, comment dire, bon, bref, le fait d'aller, quoi, du soleil, qui tourne autour du monde, qui se passe à la longueur du monde. Donc, après, donc ça devrait être plus que 6000. Mikol Makom, puisque l'essence du monde c'est 6000, puisque c'est ça la tradition. Il y a lieu de penser le Rakia qui est le début, Alpha Barça qui est 1000 par ça, ainsi ça devrait être. Car de fait, de la même manière que le monde il doit avoir 6000 par ça, les fiches puisque c'est ça la perfection de la matérialité qui est dans le nombre 6,
Rakia chez Onivdal Minaolam Azé, donc le Rakia qui est séparé de ce monde-là. Chez Karkinyan Rakia chez Onivdal Minaolam, puisque c'est ça le Rakia, c'est ce qui sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas, donc c'est ce qui est séparé du monde. Mokeneget Aemsa, donc il est par rapport au centre, donc voilà, ce serait un centre complètement excentré, c'est ce que je dis, qu'il manque le centre. Chez Utor, chez Chet Asdadim, chez Lageshem, qui est dans les 6 côtés qu'il y a dans la matière. Le Onivdal Minashisha, mais qui est séparé en fait du centre, du site des 6 côtés. Moi, j'ai Yadoua. Les frères Sopra de Rakia ou Elef Parsa, c'est pour ça que le centre du Rakia, il est 1000 Parsa. Là-haut, j'ai Yegar, et c'est ainsi qu'il doit être. Le Bnei Kaolam Mazé Gashmi, puisque ce monde-là, il est matériel. Gam Kanivar Beshet Yamim, il a été créé en 6 jours. Vachivi Yama Shabbat, le 7e jour, c'est le Shabbat. Mokenegad Aemsaï, c'est par rapport au centre. Chez Onivdal Minashisha, qui est séparé des 6 côtés. Kenegad, alors le Rakia, il est complètement à l'extrémité, mais bon. Donc le monde en fait il est 6000 par ça, mais Sumra de Rakia, 1000 par ça, et que l'épaisseur du Rakia elle est 1000 par ça. Ok, bref, j'avance, mais tu vois, ça voudrait dire ça, ça veut dire quand on revient avec cette histoire d'intérieur-extérieur, c'est-à-dire le Shabbat il est au centre, mais il est aussi à la périphérie, quoi. C'est comme les deux Shabbatot, tu vois, c'est encore voilà, c'est-à-dire le centre, en fait, c'est ce qui est aussi à la finalité, quoi. C'est comme, on revient, c'est comme dans l'extrémité, on revient au centre. Un truc comme ça. Et c'est ce qu'il avait décidé dans la Gemara en disant que le soleil se couche sous la terre et il revient dans la terre, et c'est pour ça que les sources d'eau chaude, elles sont plus chaudes la nuit que le soir, etc. C'est parce qu'en tu vois, ça veut dire qu'en fait, c'est comme si l'extrémité, elle revient vers le centre. Et c'est, tu vois, ça revient encore à ce que je vous disais, c'est ce qu'on dit dans les Chadodi, sauf la fin de l'action et de la pensée qui était au début, et que c'est la tribu du Yesod, que c'est la sexualité masculine, qui est toujours, tu vois, qui est goal-oriented, tu vois, ça veut dire, voilà quoi. Voilà, bref, tu vois, ça veut dire qu'il est goal-oriented, ça veut dire que c'est comme si, tu vois, c'est l'éjaculation, c'est opposé, tu vois, à l'orgasme féminin, qui est en fait, tu vois, ça veut dire qu'il y a une pensée au début pour arriver à un but, et que le but, finalement, il revient au départ, tu vois, puisque une fois qu'il a, ça veut dire, au moment où il a l'excitation, ça veut dire, il y a le point zéro, puis il y a l'excitation pour arriver à un but, et puis quand tu arrives au but, tu reviens à zéro, quoi. Donc, c'est ça la tribu du Yesod, tu vois, et donc, a priori, c'est une allusion à ça, quoi, c'est ce qu'il veut dire. Bref, tu vois qu'il y a avec le chiffre 6, le Yesod, c'est la 6e sphira de la Tzachaïm, etc. Donc, je dis, c'est lié avec la lettre Vav, qui est liée, tu vois, au sexe masculin. Tu vois, bref, tu vois. Donc, en fait, donc c'est sûr qu'il y a ça dedans, dans ce qu'il dit, tu vois. Bref, tu vois, mais le Ken Rabbi Yehuda Souver, Kishur Malach Atayom, c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il pense que la mesure de la marche d'une journée, du début de la journée, depuis le début de l'aube jusqu'au Netzarama, jusqu'à ce que le soleil se lève au-dessus de l'horizon, lui, il pense que c'est un 10e du jour. Adam Azar par Saot. Donc, il dit que l'homme, donc, lui, il peut marcher 10 par Saot. Mais Nalot Ashahar dans Netzarama, Bamilin, et qu'entre Alot Ashahar et le Netzarama, il y a 4000 qui sont une par ça 25, quelque chose comme ça. Qui est à table, comme c'est marqué là-bas. Donc, selon cet avis de Rabbi Yehuda, donc c'est pas un 6e, c'est pas un 6e du monde, mais le Rakia serait un 10e du monde. Sur Rakia, ça serait un 10e du jour. Ça correspond aux 10 paroles à travers lesquelles le monde a été créé. Le Rakia Jiwatrala. Et donc, le Rakia, qui est le début, au Neged Amamar Bereshit, il est par rapport à la parole de Bereshit, chez Watrala, qui est le début, le Gahamar, qui est Atrala, chez Rakia, ou Khalek Asir Minaolam, donc le Rakia, qui est le début du monde, c'est un 10e du monde. Donc, donc ces choses sont très profondes. Mais ça reste pas la conclusion. Donc, on va sortir de la conclusion après ce qu'il veut dire, mais bon, voilà, j'en sais. Donc là, il parle sur le nombre 10 par rapport au nombre 7, quoi. C'est sûr que, en fait, tu vois, c'est dans la Torah, ça veut dire, on voit très clairement que il y a ces deux nombres parfaits. Ça veut dire, il y a le nombre 7 qui revient comme le nombre parfait, avec Shabbat, avec Shavuot, avec les Shemitah, etc., quoi. Le nombre 7, c'est vraiment le nombre de la perfection. Mais d'un autre côté, on a une autre perfection qui est liée au nombre 10, avec les 10 commandements, avec les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, etc. Tu vois. Et donc, on a l'impression, je sais pas, tu vois, qu'est-ce qui, tu vois, ça veut dire,
Tu vois, tu vois, je sais pas, ça veut dire qu'est-ce que lui il veut avec ça, ça veut dire, c'est pas clair, lui dit, ouais, il cite les deux avis, il dit, ouais, le Rakia est là. Dans la Kabbale, ça veut dire la différence entre le 7 et le 10, c'est parce qu'en fait, dans le 7, on exclut les trois, on va dire, les trois sphirotes matricielles qui sont Chokhmah, Bina et Da'at, qui sont en fait des sphères qui sont de l'ordre de l'abstraction. Tu vois, qui sont l'intelligence, etc. Et donc, on parle que de l'action. Donc, en fait, dans la réalisation, dans l'action, en fait, c'est le 7, le nombre parfait. Mais si on ajoute à ça, en fait, les midotes, tu vois, qui sont liées, en fait, à l'abstraction, il y aura une construction abstraite qui est avant, en fait, même le début, en fait, avant le début même d'une action ou d'une réalisation dans le monde matériel. Alors, c'est là où est-ce qu'on arrive à 10, quoi. Je sais pas, maintenant, voilà, je sais pas, tu vois, maintenant, c'est-à-dire, c'est quoi voilà, je sais pas, tu vois, ce qu'il veut lui avec ça, etc. Comment ça, tu vois, je sais pas, tu vois, qu'est-ce qu'il veut avec ça. Est-ce que la création du monde, c'était par rapport à, est-ce que ça veut dire, on a l'impression que lui voudrait dire que si on met en fait, on introduit les parties, ça veut dire la partie abstraite de l'univers dans l'univers. Alors, à ce moment-là, l'orakia, qui serait le début, qui serait l'unité de Dieu, donc elle est de l'ordre du, elle se calcule par rapport au chiffre 10. Mais si on exclut en réalité la part de l'abstraction de l'univers et qu'on calcule l'univers que dans sa manifestation matérielle, alors en fait, ça veut dire le début où l'unité de Dieu, elle se manifesterait à travers le chiffre 7, entre le 6 et 1. C'est ce qui veut dire, etc. Maintenant, je ne sais pas ce qui va avec ça, tu vois. Pour moi, ce qui me dérange dans cette histoire-là, c'est parce que ça veut dire, moi, ce qui me dérange tout ça, c'est parce que l'Agma, elle dit que le Rakia, en réalité, ça veut dire, c'est une discussion. Comme on a vu, c'est-à-dire dans Hagiga, dans le traité de Hagiga, c'est la discussion entre, quand les quatre Tanaïm rentrent dans le Pardes, en fait, le problème, c'est de savoir c'est quoi le Rakia. C'est ce que Rabbi Akiva leur dit. Ne dites pas, il y a l'eau d'en haut, il y a l'eau d'en bas, parce que c'est dire un mensonge, etc., etc. Et qu'au début, il y a Ben Azaï, celui qui est devenu fou, qui est en train de regarder l'horizon et qui dit je vois qu'entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, l'épaisseur du rakia, c'est 3 doigts. Et l'autre qui lui répond non, c'est que 2 ailes, c'est comme 2 vers qui se touchent les uns sur les autres. C'est-à-dire que la Gemara, en fait, dans le Chagiga, elle donne des mesures de l'épaisseur du rakia qui sont soit inexistantes ou impossibles à imaginer, parce que Rabbi Akiva dit il n'y a pas d'eau d'en haut, il n'y a pas d'eau d'en bas, ou soit en fait une mesure entre les cas très, très, très minime, quoi, entre 2 vers qui se touchent les uns sur les autres, ou 3 doigts, ou etc. Et en fait, on a l'impression que c'est ça la discussion entre les 4 qui sont entrés dans le Pardes, et que c'est pour ça qu'il y en a un qui est mort, l'autre qui est devenu fou, et que l'autre qui est rentré en paix, etc. Alors que ici, on nous donne une épaisseur de rakia beaucoup plus large, tu vois, c'est-à-dire de 1000 par ça, ou de je sais pas combien, tu vois, de 1/10 de, tu vois, de 600, tu vois, 1/10 de 6000 ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, je sais pas, tu vois, ça veut dire pour moi, c'est ça ce qui m'étonne, tu vois, c'est puisque l'agma dans Hagiga, il semble dire que le rakia, en fait, il est hyper fin, etc. Et là, on nous dit, mais ça veut dire, on a l'impression que le rakia, il se dilate, quoi. Ça veut dire il peut se dilater, il peut se contracter, qu'en fait, ça veut dire il a différentes modalités, quoi. Bref, tu vois, je vais pas rentrer là-dedans, j'avance, tu vois, parce que si je commence à parler, je vais pas avancer beaucoup plus, mais je vais avancer un petit peu, je vais voir, je sais pas où est-ce qu'on en est par rapport à, je sais pas d'ailleurs, par rapport à la fin du chapitre, ouais, ok, on va avancer encore un petit peu. Donc, en tous les cas, bon, j'avance dans la Gemara. J'espère que la prochaine fois, si j'ai l'occasion de préparer, j'essaierai de regarder un peu pour faire un cours un peu mieux que ça. Pour l'instant, vous avez eu des cours pas extraordinaires, mais bon, j'aime. Mais c'est marché, donc, non, mais c'est le sujet qui est difficile aussi, tu vois, c'est très difficile c'est très difficile de parler sur ce qu'il veut, et c'est difficile tu vois, c'est très difficile de parler sur l'astronomie, sur l'espace, et les réalités métaphysiques comme ça, je sais pas, tu vois, je sais pas, honnêtement, je vais essayer de réfléchir, peut-être que, comme c'est lourd, on aura des idées. Et je vais pas, je vais faire qui explique. Machama Rabat, qu'est-ce que Rabat a dit? Ah voilà, Chichet à la fin par ça, que le monde s'assimile par ça, ou ARS Bilbat, c'est la Terre uniquement. Et d'où Rahme Atruna, donc voilà, donc c'est ce que les scientifiques de l'époque ont pensé. Chez Kado, arrête, Chichet à la fin par ça, qu'en fait, la circonférence de la Terre, c'est 6000 par ça. A priori, s'ils disent ça, c'est qu'ils pensaient que la Terre était plate. Parce que sinon, évidemment, ça dépend où tu te mets, quoi.
Donc, voilà. Ouais, c'est parce que, ouais. En même temps, il appelle ça Cadour. Ouais, c'est vrai, t'as raison, mais Cador, ça peut être plat, tu vois, ça peut être un disque. Enfin, c'est vrai que Cador, normalement, c'est quand même une sphère, ouais. En bref, donc j'en sais rien, tu vois. Donc, parce que tu comprends, si la Terre n'est pas plate, c'est une absurdité de dire que la taille de ça veut dire la circonférence de la Terre, c'est 6000 par ça, puisque ça change. Plus tu t'éloignes de l'équateur, ou plus tu te rapproches du pôle Nord, tu vois. Ça, c'est si tu considères les parallèles. Après, tu peux considérer, quand on donne le diamètre d'une sphère, on dit toujours le diamètre le plus grand. On dit non, il y en a plein des diamètres, puisqu'il y a définition. Mais quand on dit le diamètre d'une sphère, on parle par définition du diamètre le plus grand. Ok, d'accord, ok, on va dire. Et donc, si c'est ça, c'est pas vrai, en fait. Enfin, sauf si le pardon, c'est 6 km, ça pourrait marcher. Oui, c'est ça. Ouais, ok. Ok, donc, ok. Madame Chef de la fille par ça, vélo à Maharet, ils n'ont pas dit la terre. Moi, Yeshouf, moi, j'ai de ou ce qui est la partie habitée de la terre. Donc là, que ce serait la terre elle-même, la planète. Vod Machio, donc lui, alors lui, il s'oppose à ça. Lui, il veut dire que c'est pas de ça qu'on parle. Donc, il dit, il y en a qui ont voulu expliquer comme ça, que ça parle de la circonférence de la Terre. Avalen Mashmakar, parce qu'il dit bien que scientifiquement ça marcherait. Avalen Mashmakar, que c'est de ça qu'on parle, que ça parle de la Terre. Yamar Aolam, parce qu'on a dit le monde. Chéchet à la film par ça, c'est 6000 par ça. De l'homme arrête, on n'a pas dit la Terre, ou à Yeshua, ou la partie où les gens habitent. Moi, j'ai de donc ça veut dire, on parle de l'univers en entier. Donc, ça, ce qu'il veut dire, il veut dire, quand on parle de l'univers, donc le nombre 6, c'est les 6000 par ça, c'est clairement un chiffre symbolique ou métaphysique. Donc, comme je vous ai dit, donc c'est ça, ouais, peut-être, ouais. Je sais pas, donc c'est quelque chose à réfléchir. C'est parce que si on dit que les chiffres, c'est justement ce qui ne crée pas des mondes, ce qui n'est pas dans le monde, tu vois, ça serait intéressant, quoi. Ça voudrait dire, ouais, je comprends ce que ça veut dire, mais si on interprète que par rapport à ce que j'ai dit moi, ça voudrait dire en fait que pour qu'une intériorité elle soit l'expression, ça veut dire un discours ou quelque chose soit l'expression parfaite, l'expression parfaite d'une intériorité, il faut que ça se manifeste à travers, au moins à travers en tous les cas 6 attributs ou 6 aspects, quoi. Comme si tu veux, comme ça englobe la chose de 6 aspects, de 6 manières. Ça serait quelque chose comme ça. C'est-à-dire, c'est comme si on disait le corps, en fait, il est le monde dans lequel la neshama existe, parce qu'en fait, il est relié à la neshama de 6 manières. Et c'est de cette manière, en fait, qu'il est l'habit de la neshama. Puisque un olam, on a vu, c'est quelque chose qui est l'intériorité, qui est l'extériorité de quelque chose et qui est l'intériorité de quelque chose d'autre, qui va devenir l'intériorité de quelque chose d'autre. Donc, ça veut dire, donc, tu vois, ça veut dire ça veut dire en fait le rapport entre l'intériorité et l'extériorité, c'est en fait, ça veut dire il faut qu'il y ait une relation qui se passe de 6 manières. Chose comme ça. Je sais à la fin par ça, okay. Donc c'est par du Olam qui m'a Olam. Donc le monde, je sais à la fin par ça qui est par ça, l'homme arrête, il n'a pas dit la terre, ou Aïchouf, ni la partie habitée que moi j'ai de comme on a expliqué. Machio, l'interne Maché Ben Ares Rakia, et comment est-ce qu'on peut donner une mesure qui est entre la terre et le Rakia? Donc, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Ça voudrait dire, parce que le Rakia, a priori, est au-dessus de la terre, j'imagine, je ne sais pas. Hakim Nomar, Kvan Shaika ou Eshuva Olam, sauf si on dit que le principal, c'est la partie habitée du monde, ce qui est la terre, Nershav, Ashar, Batel, etc. Yeshuv, et que donc ça veut dire pour expliquer que ça soit la terre comme les scientifiques veulent dire, ça voudrait dire que le reste de la terre, de la planète, elle est annulée par rapport à la partie habitée de la terre. Chez ce qui est la terre, ou le Hamar, qui a Olam, Shet Alafim Bilvad, c'est pour ça qu'ils ont dit que le monde, en fait, c'est 6000 les égards, moi j'ai Marno, c'est comme nous avons dit, Kashio Almaout Aolam Baatzmo, puisque la mesure elle est sur l'essence du monde en lui-même, et Moyoter Gadol. Et donc, si jamais il dépasse, grosso modo, si l'univers est plus grand que 6000 par ça, Enzemaout Etzema Olam, c'est pas l'essence métaphysique du monde, puisque ce qui nous intéresse, c'est la partie habitée ou quelque chose comme ça. Et donc, moi, j'avance, tu vois, c'est l'épaisseur du Rakia, élève par ça, c'est 1000 par ça, qui est Rakia chez Nomina Olam, à Tarton Megamwe, puisque le Rakia qui ne fait pas partie du monde inférieur véritablement, Akshio Mavdil Ben Alioni Ben Tartonim, sauf qu'il fait une différence entre le monde supérieur et le monde inférieur. Moi, chez Olam ou chez Chetalafim, comme le monde il est 6000 ans, Keneget chez Chetemermasé,
rapport aux 6 jours de la création. Karakia, chez Onivda, Minatartonima, c'est le Rakia qui est séparé des mondes inférieurs, ou Elef, des 1000, chez Okenagada Shabbat, c'est par rapport au Shabbat, chez Onivda, Meshishet Yevavase, qui est différent des 6 jours de la création. Kachaou, Yetsem, Aolam, Shishet Alafim, c'est pour ça que le monde, dans son essence, il doit avoir 6000, ou la Rakia, chez Onivda, Minaolam, et du Rakia qui est séparé du monde, Chalek Shivi, un septième, chez Elef par ça, qui est 1000 par ça. C'est pour ça qu'ils ont dit que le monde il est 6000 par ça. Mais le Rakia qui est le début du monde, 1000 par ça, 6000 par ça. Ça veut dire que le Rakia il reste un sixième. On amène une preuve à ça. Je ne sais pas ce qu'il fait, il fait que répéter ce qu'il a dit avant. C'est-à-dire de la montée de l'aube jusqu'à ce que le soleil sorte. Mais d'avoir Zenikra c'est ce que fait le début du monde. Nous avons déjà dit plusieurs fois puisque la nuit est considérée comme donc l'obscurité, comme le néant. On va très d'ailleurs, ou et par le début du jour de la lumière, il y a le début de l'existence. Jusqu'à ce que le soleil se dévoile complètement. Et ça, c'est appelé le début. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit que le début du monde sur Akia, qui est le Akia, c'est un sixième de l'univers. Comme on avait dit plus haut, et on ne peut pas expliquer plus que ça. Je me dis, je m'arrête là, parce que j'aimerais que ça continue à débattre encore pas mal. Je me dis, tu vois, je vais m'arrêter là, et vous avez déjà assez suivi, c'est comme ça. Et tu vois, mais non, je sais pas, on va voir que je sais pas, je vais essayer de réfléchir à ce que ça veut dire, à toute cette histoire. Encore une fois, c'est parce qu'il faut qu'il y ait, c'est encore une fois, l'idée, c'est que l'univers, il doit être le reflet d'une vérité, en fait, vérité spirituelle, puisque la spirituelle, si tu veux, Dieu, il est l'âme de l'univers d'une certaine manière. Donc, en fait, ou en tous les cas, l'unité de Dieu, elle se manifeste dans l'univers. Donc, en fait, pour lui, c'est, encore une fois, l'idée, c'est que la Gemara, selon lui, elle cherche à trouver une sorte de structure, en fait, qui serait inhérente à la relation du divin avec l'univers. Donc, c'est une structure qui serait en fait organisée par des chiffres ou par des proportions. Si on nous parle de 1 sixième ou 1 dixième, 1 septième ou 1 dixième. Maintenant, bon, voilà, après ça, tu vois, c'est difficile, tu vois. C'est-à-dire, c'est vrai qu'en fait, c'est très difficile de voir ça dans le monde réel, quoi. Ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire, c'est de quel, tu vois, on voit bien qu'on ne parle pas de chiffres physiques, quoi. On parle pas de, ça veut dire que la réalité de 1 septième ou 1 dixième, c'est des choses qu'on retrouve chez l'homme, tu vois. C'est l'homme qui a décidé de compter les semaines en 7 ou qui va commencer à compter en base 10, mais on ne veut pas retrouver dans l'univers quelque chose qui soit en base 10 ou quelque chose qui soit, tu vois, en base 7, quoi, ou en 1 septième, tu vois. Donc, je ne sais pas du tout, voilà, qu'est-ce que ça voudrait dire, tu vois, que ça correspond à une réalité intrinsèque de l'univers. Scientifiquement, pas vraiment, tu vois. Donc, tu vois, c'est difficile, tu vois. C'est encore une fois, je pense que c'est chercher le lien qui est entre le nombre et le sens, tu vois. Et ça, c'est possible que ça s'articule à travers ça. Ah non, pourquoi? C'est un peu étrange, quoi. Tu vois, comme je dis, je pense qu'il faut réfléchir au décalage, il faut réfléchir à ça, tu vois, à la théorie du chaos. C'est-à-dire comme si, en fait, c'est comme s'il y a une relation entre une structure mathématique et un sens, ça peut être qu'à travers le décalage, quoi. C'est possible que, en fait, justement, la base 7 et la base 10, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout dans la nature, et que l'homme, en comptant de cette manière, il crée un décalage avec le réel, avec la matière, tout en l'organisant. Et c'est dans ce décalage, en fait, qu'on peut retrouver une relation spirituelle, quoi. Mais tu vois, c'est difficile, tu vois. Ça veut dire, ouais, c'est possible. Tu vois, c'est comme le Kuzari dit. Le Kuzari dit, comment ça se fait que dans toutes les civilisations, tout le monde compte les semaines en 7, tu vois. Ça, c'est vrai, c'est un truc que tu retrouves partout. Et quand, à l'époque de la Révolution française, ils ont voulu commencer à compter en 10, ça n'a pas tenu du tout le calendrier. Ça a duré, ils ont voulu couper la semaine et faire des compter par 10, et ça a duré, je sais pas, 2 ans. Et tu vois, ça veut dire, c'est super bizarre parce qu'il n'y a rien, en fait, c'est vrai, dans la nature on voit rien de spécial qui se retrouve au niveau 7. C'est un quart de la Lune, c'est parce que les phases lunaires, elles font à peu près 7 jours.
Ouais, à peu près, comme tu dis, hein, c'est même pas vrai parce que c'est 29. Tu vois, ça fait 4 fois 7, 28, tu vois. Ouais. C'est dur. Ça veut dire, OK, à peu près. Enfin, pour le, Mais pour bon, il faut. l'homme de Néandertal, c'était assez précis. Pour nous, pour nous, ça fait pareil. Mais à l'époque, ça paraissait bien. Ouais, parce que le temps jour de décalage, quand même, il devient de plus en plus, tu vois, il s'agrandit beaucoup, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire au bout d'un mois, tu es content, 2 mois, bon, 3, et après, ça devient, tu vois, si tu ne rattrapes pas ton jour de décalage, Ouais, c'est sûr. on voit bien, je veux dire, dans le calendrier par rapport à, tu vois, ça veut dire, non, il n'y a pas vraiment, je pense que dans la nature, il n'y a rien qui est, tu vois, pour le Kuzari, c'est une des preuves de la création de l'homme, en tous les cas, par un homme unique, quoi. Je lui dis que c'est impossible que tout le monde s'est mis d'accord de compter les jours par 7, si ce n'est qu'en fait, il y avait au moins un seul homme déjà au début, quoi. Parce que sinon, tu vois, ça serait. Oui, mais il n'y a rien mais tu vois, donc on a l'impression que l'homme, encore une fois, pour moi, ça ferait partie de la conscience humaine que l'homme, en fait, par les mathématiques, il cherche à créer un décalage avec le monde réel et tout en l'organisant, quoi. Et que ça serait lié à son rapport aussi organique qu'il a avec le divin, quoi. D'apporter un corban à Hachem, un truc comme ça. Et qu'en fait, ça veut dire, et ce rapport au chiffre 7 et au chiffre 10, tu vois, quand Maaser et compagnie, la base 10, tous ces machins-là, ça serait encore une autre manière, en fait, ça exprimerait, en fait, une réalité spirituelle, en fait, de l'homme, justement, voilà, d'être en décalage avec la nature, tout en étant capable de l'organiser. Et ça serait, en fait, constitutif voilà, pas simplement de la raison humaine, mais de la conscience humaine, quoi. De la conscience, voilà, un truc comme ça, mais c'est bizarre, c'est sûr que c'est étrange. Mais c'est, tu vois, mais bon, voilà. Ça veut dire, on voit ça veut dire, on voit bien ça. Ça veut dire, il n'y a rien dans la nature qui aurait obligé l'homme à compter en base 10. Il n'y aurait rien dans la nature qui aurait obligé à. Dans la base 10, les mathématiciens ils disent que c'est plus pratique, etc. C'est les deux doigts. La base 12, c'est les deux doigts de la main. Enfin, c'est les doigts de la main et puis tu fermes les deux mains, ça fait 12. Ça, c'est pour ça qu'on comptait en base 12. Et quand il comptait là, puis après, tu arrives à 12. Je ne sais pas comment on est passé du 12 à 10. Je sais pas. Parce que voilà, tu as les idées. Mais bon. Faire base 20 avec les pieds, tu vois. Peut-être, je sais pas. Je sais que c'est comme ça, parce que je me suis posé la question sur les œufs et tout ça, et enfin, j'avais lu un truc, pourquoi tout est en base 6, parce que c'est 6, 12, et c'est ça, quoi. C'est 5 doigts plus la main fermée. Ok, peut-être, c'est ça. Ça pour le 6. Et, enfin, le 6, donc le 12, après, je sais pas, le 10. Oui, non, les 10, c'est les deux mains, après. On est tellement formaté en 10, nous, que j'arrive pas à penser autrement non plus, mais. Oui, non, mais c'est clair que tout ça aussi, tu vois, c'est vrai, genre ça, mais ça montrerait en fait que l'homme, il faut penser décalage, quoi. Il faut penser que justement, ça traverse le décalage des mathématiques, qu'en fait, les mathématiques, c'est un décalage par rapport à la réalité telle qu'elle est, quoi. C'est-à-dire, au fond, c'est sûr que les mathématiques, à la base, c'est déjà une volonté chez l'homme ça veut dire, en créant une abstraction, en comptant, en réalité, c'est déjà une volonté en même temps de vouloir transformer. Ça veut dire, on a l'impression, il y a quelque chose de. Il y a une volonté de transformer. Je sais pas, c'est intéressant. Je sais pas, c'est bizarre, hein, c'est super bizarre qu'en fait, que grâce aux mathématiques, en même temps, on fait que décrire une réalité existante parce qu'on mesure des distances et on peut vérifier, etc. Mais que d'un autre côté, grâce aux mathématiques, on peut transformer la nature, quoi. Ça veut dire, c'est grâce aux mathématiques qu'on peut en fait finalement, voilà, je vais faire créer des machines ou simplement faire Je suis désolé, mais ChatGPT, il n'est pas d'accord avec toi sur les semaines parce qu'il dit que la Chine antique, elle ne comptait pas en semaines. Il y a un système que je n'arrive pas à comprendre, c'est trop de texte, mais ce n'était pas en semaine. Ils avaient les 12 mois parce que bon, ça c'est les lunes, ça les phases de lune. Et ils avaient un système comme nous, mi-solaire, mi-lunaire pour arriver à tomber carré. Et après, je ne sais pas comment ils se débrouillaient, mais ce n'était pas des semaines comme. Dans ChatGPT, ils te disent que c'est l'influence mésopotamienne, judéo-mésopotamienne qui a fait que. Ils ont imposé ça. C'est pas. C'est ce que dit ChatGPT, je ne sais pas si c'est vrai. Hein, je pense que je sais pas. Je pense que Goudaï, d'après, il parle de la Chine là-bas aussi. Ouais, il parle aussi de ça. Si tu regardes un Kuzari là-bas. Kuzari, c'est quoi? Ah oui, c'est le 9e siècle ou un truc comme ça. Ça, Lévi, c'est ça, c'est le 9e siècle. Ouais.
Non, mais bon, je te dis, je parle de la Chine antique. Après, peut-être que la Chine, elle s'est adaptée avec le temps, hein, j'en sais rien. Ouais, non. Peut-être influencé, hein. Mais là, je sais pas, il y a un système plus ou moins de décades ou un truc comme ça, quoi. Bref. Non, mais c'est sûr qu'après ça, si on passe du 7, on part au 10. Ouais. Mais même le 10 aussi, tu vois, c'est complètement Mais, aléatoire. il faut que je te dise, mais il parle du 10, voilà, des périodes de 10 jours. Ouais. Ou alors, après, parce que ça faisait 3 décades dans le mois, quoi, c'est ça, quoi. Sinon, Voilà. des cycles qui disent sexagésimales, je sais pas ce que ça veut dire. Compter 10 tiges célestes et 12 branches, je sais pas, franchement, je sais pas. Ouais, là, j'en sais rien, mais c'est quelque chose de parce que C'est comprendre, c'est pourquoi l'homme il a voulu, il a cherché à compter, quoi. Et tu vois, c'est en quoi, pourquoi l'homme quand est-ce que l'homme il a commencé à, tu vois, ça veut dire, voilà, a priori, tu vois, c'est ça, est-ce qu'il a voulu contrôler, est-ce qu'il voulait transformer, est-ce qu'il voulait, tu vois, je sais pas, tu vois, mais c'est sûr que dans le conte, il y a quelque chose aussi, on comprend bien que c'est pas la même chose que d'exprimer une vérité intérieure, et que le conte, c'est quelque chose, a priori, c'est s'ouvrir à la réalité extérieure de l'univers, mais qu'en même temps, en projetant, en fait, une sorte de, c'est-à-dire en projetant nous-mêmes, puisqu'en fait, quand on va choisir une manière de compter, en fait, une base ou quoi que ce soit, en fait, on exprime quelque chose qui est intérieur, qui nous correspond, quoi. Et, tu vois, c'est sûr que c'est difficile à. Tu vois, c'est sûr, comme je dis, la vérité, la vraie truc des mathématiques, c'est que c'est quelque chose, en fait, qui permet, en fait, de décrire et qui permet de transformer. Et, tu vois, c'est vraiment de savoir, c'est est-ce que, tu vois, tu vois, on a l'impression qu'il y a deux choses qui peuvent transformer le monde. C'est le récit ou le conte, tu vois. Et on a l'impression, tu vois, que c'est. Mais enfin, moi, dans ma tête, le conte, c'est venu avec l'agriculture, quand on a, ou les bêtes, je sais pas, qu'on a commencé à compter les animaux, ou les graines, ou ce que rapportait un champ, ou qu'on voulait commencer à trader d'une manière ou d'une autre. Je crois que c'est là que on a eu besoin des outils mathématiques avant. J'ai pas C'est ce qu'on dit, c'est de la théorie, hein, je veux dire, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'on dit, tu vois. Est-ce que c'est vrai? J'en sais pas. La question sort dans la Bible, tu vois, ça veut dire quand est-ce qu'on voit. Quand est-ce qu'on va voir la première fois où ça compte? C'est vrai que la première. Évidemment, il y a Martha Marvella avec les 400 cycles d'or, là. Mais avant ça, est-ce qu'il y a des comptes. Ça veut dire, la Martha Marvella elle-même, elle est pas mesurée. Compte pas les générations entre Abraham c'est pas un Torah? Je pense pas, je dois réfléchir, tu vois. On ne dit pas, c'est le Midrash qui compte après, etc. Mais on te dit, non, celui-là, il a donné naissance à celui-là. On compte les années, en fait, voilà, on compte les années. On compte les années, on compte les années. On compte les jours, on compte les années. On compte les, ouais. Ça, c'est ce qu'on voit. Il y a la mesure de l'arche aussi. L'arche de Noé, elle est mesurée. Ouais, ça vient après, ouais, c'est ça, ouais. Ça vient après. Elles sont précises. Ouais, c'est ça. Et ça vient après, mais c'est sûr qu'a priori, les premières mesures, c'est la mesure de la vie, quoi. Ça veut dire on mesure combien d'années il a vécu, quoi. Ouais. Et ça, a priori, on s'en fout complètement, quoi. Ça veut dire, c'est étrange, hein, ça veut dire. Mais je comprends, tu vois, ça veut dire, c'est ça que c'est on mesure, en fait, on mesure le temps et en fait, on mesure la vie, quoi. Mais c'est vrai qu'a priori, quand un typique crève, tout le monde s'en fout combien de temps il a vécu, quoi, je veux dire. Même la personne elle-même, elle s'en fout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ça te dérange vraiment, c'est tellement important de savoir combien d'années on a vécu. Je sais pas, c'est pas fondamentalement. Ça, c'est très marrant d'ailleurs quand tu regardes les infos américaines, enfin anglophones en général, anglo-saxonnes et les infos françaises. Aux US, dès il cite quelqu'un, il donne son âge, systématiquement. En France, pas du tout. Ouais. Ça peut venir dans l'article ou ça ne vient pas. Aux US, dès qu'il cite une personne, surtout si c'est un témoin qu'on ne connaît pas, Madame Machin a dit ça, si c'est une qui était à côté de la route, de 35 ans, elle a dit ça. Et alors qu'en France, pas du tout. C'est marrant, c'est un truc. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quoi ça revient, mais c'est vrai que pour eux, ça a l'air d'être vachement important. Ça en dit long, c'est sûr, ça en dit long. Là, j'ai dit long sur la personne. Oui, c'est vrai que tu as raison, c'est vrai. Ah, mais la notion d'histoire dans la Torah, ça se dit Toldot, donc c'est bien une succession de générations et d'âges, si tu veux. L'histoire, c'est façon de représenter le réel aussi, si tu veux. Donc, ouais.
Ah, ouais, mais Obligé de prendre une mesure. Ouais, On est obligé de s'inscrire dans le temps. Et mais donc de donner des mesures. C'est indispensable. ouais, mais c'est-à-dire que la Pour seule. moi, c'est une balance entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau. Effectivement, à partir du moment, si tu veux, c'est bien montré là, dans un bouquin fabuleux là, d'un type qui s'appelle Abessera, qui s'appelle Babel, dans lequel il montre, si tu veux, que il y a deux hémisphères du cerveau. Il y en a un qui est effectivement sur les mathématiques et un autre, en fait, c'est toute la langue des rêves, etc. Et c'est ce qui a tissé, on va dire, toute l'interaction qu'il y a entre les langues des nations, si tu veux. Il y a des correspondances. C'est pas un produit, c'est pas simplement des conventions. Disons que les conventions qu'il y a pour le langage, elles viennent de là, quoi, si tu veux. Donc, et ça, c'était la langue, on va dire, quand l'homme il courait, enfin, je veux dire, il courait dans les champs, etc. C'était pas une civilisation agricole qui avait besoin de compter, de mettre des limites. Toute cette chose-là, on va dire, voilà, c'était à l'époque, ça allait beaucoup plus vite. Il y avait une langue commune. C'était les symboles plutôt les symboles qui s'exprimaient. Et ensuite, quand on est rentré à l'ère de la civilisation, etc., à ce moment-là, on va dire, il y a l'autre côté, le côté, on va dire, mathématique, rationnel, etc., qui a commencé, analytique, qui a commencé à prendre le dessus, etc. Bon, c'est un livre que j'ai lu il y a pas mal de temps, mais c'était vraiment un livre assez formidable. Lui, voilà, il montre que dans toutes les langues et de façon mathématique comme ça, entre homonymie et synonymie, d'accord, il fait ce qu'il appelle des correspondances carrées comme ça dans chaque langue, et il va montrer qu'il y a un phénomène de torsion qu'à l'intérieur, on va dire, de deux synonymes, deux homonymes qu'on prend euh, en, en mêlant plusieurs langues, il y a à l'intérieur une notion beaucoup plus profonde, on va dire, qui relie, on va dire, tous les mots. Et ça, on va dire, c'est le langage pour lui, c'est le langage commun de l'humanité, quoi. C'est ça qui a été perdu, on va dire, au moment de la tour de Babel, quoi. C'est ça la langue commune, c'est-à-dire que quelque part, on va dire, si tu vas exprimer un rêve, toi, français, tu vas exprimer un rêve à un Chinois, ça va lui parler, il va comprendre quelque chose, quoi, si tu veux. Il y a un langage profond, on va dire, qui est commun à l'humanité, mais ce langage, il ne s'exprime pas, on va dire, c'est pas un langage parlé, quoi. C'est quelque chose, on va dire, voilà. Mais c'est pareil, hein, c'est ce qu'on essaye de dire là, si tu veux. Il faut exprimer le réel, il faut qu'il se on est obligé de le faire exister, quoi, si tu veux. On est obligé de le faire exister. Mais quelque part, il vit en nous mais la façon mais on est obligé d'exprimer quelque chose pour se relier sur le plan matériel, quoi. Mais on n'a pas besoin sur un plan spirituel, quoi. On parle tous le même langage, quoi. Voilà. Bon, enfin, je dis n'importe quoi. Mais... Ça va être n'importe quoi. Non, n'importe quoi. Non. Non, mais ce que je retiens, c'est, tu vois, ouais, c'est le mystère, c'est l'idée de comprendre comment est-ce que la structure crée du sens, tu vois. C'est ça, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est, tu vois, bon, c'est ce que tu as parlé, tu vois, c'est la structure du langage, la structure, tu vois, que bon, ces théories, tu vois, ça fait penser à Noam Chomsky, tous ces machins-là, tu vois, qui parlent de la structure du langage et tous ces machins. Et voilà, est-ce que la structure crée du sens? Peut-être, tu vois, ouais, c'est OK. Ça veut dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, c'est vrai, ça veut dire a priori, tu vois. L'idée, c'est est-ce que est-ce que les idées, elles existent que parce que ce sont des relations les unes par rapport aux autres, tu vois. C'est-à-dire, en fait, le bleu existe que parce que, en fait, il y a des autres couleurs comme le rouge, le noir, etc. Et qu'en fait, ça veut dire, ça a un sens dans une structure. Et qu'en fait, comme tu dis, voilà, la structure du langage, ça représente, tu vois, une structure du cerveau. Tu vois, puisque Noam Chomsky lui parle que c'est aussi lié ça veut dire aux trucs neuronaux, tu vois, c'est-à-dire au système neuronaux, à la structure même du cerveau, etc. Mais bon, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok, je veux dire, ça veut dire, je comprends, ça veut dire, oui, c'est possible, tu vois, ça serait en fait, c'est comme si le sens, il émanerait en fait en fait de comparaison, tu vois, c'est-à-dire de relation entre les choses les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait une relation au monde. Ça veut dire si on compare pas les choses, tout commencerait par une sorte de comparaison qu'on fait entre les choses.
et qu'en comparant les choses les unes aux autres, on crée une structure. Ça veut dire en comparant les choses les unes aux autres, en fait, on voit des structures, des patterns, comme on dirait, des cycles, quelque chose comme ça, et que donc finalement, c'est ça ce qui commence à faire sens pour nous, quoi. C'est-à-dire, c'est quand on reconnaît des cycles ou des structures qui font appel à nous, ça veut dire à des structures que nous-mêmes, en fait, qu'on a envisagées dans notre cerveau c'est-à-dire ça veut dire, voilà, c'est-à-dire que quand on regarde le monde, automatiquement, on compare les choses les unes par rapport aux autres, on crée en fait une structure. Et cette structure, en fait, elle peut s'exprimer ensuite comme une structure de langage, c'est parce qu'il va orienter la manière dont on va en fait s'exprimer, structurer notre langage. Ensuite, comment on va structurer notre pensée, et quand on va trouver retrouver des patterns les uns avec les autres, etc. Et c'est ça ce qui nous donne, on va dire, l'illusion, peut-être du sens, tu vois, ou bien que c'est carrément le sens, tu vois. Mais ouais. Mais le mathématique, autant c'est analytique, si tu veux, et le langage, lui, peut être au contraire quelque chose qui est plus de l'ordre de l'intuition, quelque part. Oui, mais l'exprimer à travers une grammaire, à travers une structure. Je sais ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il exprime une structure, tu vois, donc il reflète en réalité peut-être, tu vois, aussi, tu vois, d'une manière transformée, une réalité physique. C'est-à-dire qu'en fait, on a vu des couleurs, on voit des couleurs, on voit des choses différentes dans le monde. Pour les différencier dans notre cerveau, ça veut dire on est obligé de les structurer en disant un bleu différent du rouge, grand différent de petit, ça tu vois plus grand que ça, etc. Donc on crée des relations en fait entre les choses pour simplement pour les envisager dans notre cerveau, quoi. Et en fait c'est des structures. Et après ça veut dire on va utiliser les structures. Quand on va parler, en fait, on part à partir de ces structures-là. C'est-à-dire, puisque le langage, il est organisé autour des structures qu'on a nous-mêmes, si tu veux, qui vient a priori de l'observation, si tu veux, objective du monde. Donc, en fait, notre langage, il est quelque part, tu vois, il passe en tous les cas à travers le filtre de cette structure. Donc, il en est l'expression quelque part, tu vois, une expression dévoyée, tu vois. C'est-à-dire, voilà, tu utilises le système, mais tu l'utilises pour quelque chose d'autre, tu vois. Ouais. C'est ça ce que tu veux dire, tu vois, ça serait ça l'idée, c'est tu crées un autre monde parce qu'en fait, si tu veux, c'est parce qu'en fait, tu as compris une structure qu'il y avait dans l'univers réel et tu reproduis cette structure dans quelque chose qui peut être soit fictif, soit tu vois, en décalage. Mais il y a bien, mais il y a bien un langage commun, si tu veux, dans l'humanité. Il y a bien un langage, il y a bien quand tu dis que voilà, on a la semaine de 7 jours, il y a quand même un programme commun, il y a quelque chose qui est inscrit, et après, il faut faire certainement un parcours, si tu veux, qui passe par la relation au réel. Ouais. Mais en fait, bon, ça semble logique en même temps, si tu veux. Si tu dis que tu es un ancêtre commun, etc., ça semble logique, qu'il y a quelque chose qui nous relie complètement et qu'il faut redécouvrir certainement, quoi. C'est un parcours analytique, quoi. Ouais. Mais moi, je pense plus simplement que tu pourrais expliquer ça parce que c'est lié à l'observation. C'est-à-dire, si tu voudrais aller contre le Kuzari, tu pourrais dire simplement, en fait, l'observation, elle fait que, c'est vrai que le chiffre 7, il est bizarre, tu vois, honnêtement, mais tu veux dire que ça doit faire appel plutôt à quelque chose, tu vois, qui fait qu'en fait, on arrive à compter jusqu'à 7, j'en sais rien, tu vois. Ça veut dire, en tous les cas, mais je pense en tous les cas que ça veut dire, si on fait abstraction des détails du 10, du 7 et tous ces machins-là, en fait, ça veut dire, on comprendrait que le langage, il est structuré. Si notre langage, il est structuré par rapport à notre observation, c'est-à-dire qu'en fait, la première structure, en fait, elle vient du fait qu'on observe le monde, notre environnement, et qu'on est obligé de le classifier, de classifier les choses qu'on observe les unes par rapport aux autres. Tu vois, en disant ça c'est plus grand, ça c'est plus petit, ça c'est à droite, ça c'est à gauche, ça c'est rouge, ça c'est bleu. Et qu'en fait, si tu veux, le rouge et le bleu, c'est simplement des concepts concrets parce qu'on voit deux couleurs différentes et on les appelle comme ci ou comme ça. En fait, tu vois, donc ça fait sens en fait de l'organisation. Donc c'est notre cerveau, en fait, si tu veux, il organise les choses, ça veut dire les unes par rapport aux autres, et donc il crée une structure. Donc ça fait sens que, comme tout le monde, en fait, n'importe quel être humain, quand il est mis par rapport au monde, ça veut dire qu'il est mis en relation avec voilà, il observe le monde de la même manière, si tu veux. Donc il va aussi créer plus grand, plus petit, rouge, bleu, plus foncé, plus droit, les mêmes trucs. Et à travers ça, comme ensuite, quand tu vas devoir s'exprimer, si tu veux, il va exprimer, en fait, il doit utiliser ce système neuronal, si on veut, ou ce système de pensée qu'il a créé pour observer le monde. C'est normal que, en fait, la structure du langage, elle va être la même, ou même la structure du récit, quelque part, elle va être la même, quoi. Puisqu'en fait, ça part, en fait, d'une relation objective avec l'univers, quoi. Ça veut dire, quelque part, tu vois.
C'est-à-dire, tu vois, c'est tout. En fait, c'est-à-dire ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est que l'animal, il n'est pas capable de faire un décalage, c'est-à-dire de réutiliser ce système qu'il a créé dans son cerveau à l'observation, de le réutiliser, tu vois, pour un monde décalé, pour raconter une histoire, ou pour faire même, tu vois, créer un dessin mathématique, une abstraction. Parce qu'en fait, complètement, oui, c'est-à-dire une faculté d'abstraction, quoi. Ouais, Vraiment capable de ouais, c'est ça, de il doit y avoir se projeter, quoi. Mais est-ce qu'entre le récit et les mathématiques, c'est quand même deux formes d'abstraction différentes, quoi? Ouais, c'est pas évident. Enfin, on voit bien que la différence, c'est que dans l'un, en fait, on cherche à créer comme il dit, un univers. Dans l'autre, on cherche pas à reproduire un univers. Tu vois, je pense, tu vois, je sais pas comment dire. Je sais pas si c'est pas qu'on veut pas reproduire un univers, mais c'est. Non, l'autre, enfin, je veux dire, c'est le monde du sens, si tu veux, parce que en face d'une abstraction mathématique qui est vraiment une observation froide, comme ça, dénuée, enfin, ça parle pas, enfin, l'homme, il a un besoin, si tu veux. Ce qui est humain, c'est de donner du sens, justement, à ce qui n'en a pas. Peut-être pas. Non, qu'il y en a, mais l'idée, c'est que, comme je dis, c'est que la différence, c'est que dans les mathématiques, il n'y a pas la notion d'intérieur-extérieur. Il n'y a pas la notion de âme au corps, tu vois. Il n'y a pas la notion de cette chose-là, elle devient l'intériorité de quelque chose d'autre. Tu vois, c'est comme ça l'univers, tu vois, c'est comme on a dit dans la Kabbale, c'est en fait, c'est que ce qui fait sens dans le récit, c'est en fait, c'est parce que c'est l'expression d'une intériorité qui devient elle-même, donc, qui devient une extériorité, mais qui va devenir l'intériorité de quelque chose d'autre, etc. Tu vois, on reste toujours dans la notion d'habit, de corps-âme, tu vois, ça veut dire d'intérieur-extérieur, tu vois, donc, voilà, quelque chose comme ça. Ça veut dire, alors que dans le nombre, en fait, on essaie au contraire d'enlever cette relation intérieur-extérieur. Ça veut dire, on fait une abstraction où, en fait, on sort voilà, on retrouve qu'une structure, tu vois. On retrouve qu'une structure. Il faudrait qu'on ait des mathématiciens avec nous, là, et des bons pour pouvoir le faire, parce que je pense que nous, on n'en voit que la partie émergée de l'iceberg, mais eux, ils ont des visions beaucoup plus. Quand moi j'avais parlé des mathématiques là-bas chez Einstein et tous les mathématiciens m'avaient sauté dessus, je ne sais pas si tu te rappelles, ils avaient voulu m'étrangler. Moi, j'avais un copain quand j'étais, enfin, avant de rentrer à la fac, qui faisait des rêves de mathématiques. Je ne vois pas comment tu peux rêver de mathématiques, donc je pense qu'ils ont, ça peut être aussi de l'imaginaire pour eux. Tu vois. Donc, je pense qu'à un certain niveau, ils ont aussi une très grande abstraction. Ils ont aussi franchement, je ne sais pas parce que je ne connais rien. Je fais arrêter quatre opérations de base. Donc, je ne sais pas, mais je pense que les vrais, ils ont c'est de la poésie pour eux. Hein. C'est ce qu'il m'avait dit là-bas quand j'avais fait le cours. Nous, on ne peut pas la sentir parce qu'on est très loin de ça, mais c'est un peu comme la musique. C'est-à-dire, eux, ça leur parle comme de la musique ou quelque chose comme ça, quoi. Pas à nous. Ouais. Ou alors tu dis que dans l'absolu, si tu veux, ça n'a aucun sens, mais que c'est vraiment une tendance humaine très forte d'essayer de trouver du sens, justement, d'essayer de donner, parce que… Oui, je sais pas. Moi, je suis complètement incompétent là-dedans, mais je sais qu'eux, ils y trouvent des dimensions que nous, on ne voit pas. Quoi. Oui, non, mais c'est sûr. Dehors et tout ça, franchement, je ne suis pas capable de le dire. Je sais qu'eux, c'est des domaines que je ne peux pas envisager, donc je ne sais pas. Mais je sais qu'eux, ils le font. Ils en parlent comme ça. Non, je suis d'accord avec ça. Je sais que moi, je m'étais fait laminer là-bas quand j'avais commencé à parler et tout ça, etc. Ils avaient commencé tout. J'en sais rien, comme tu dis, je sais que ce que tu dis, c'est vrai. Je sais que ils ont des tonnes de territoires non explorés, non machin aussi, encore une fois, qu'on ne comprend pas, mais pour eux, c'est comme une aventure, comme un paysage, ce que je sais pas, ils ont plein de manières d'exprimer ces choses-là que nous, on ne sent pas du tout. Je sais que pour eux, il y a un côté esthétique, une recherche esthétique, etc. Parce que moi, j'ai connu des mathématiciens, j'en ai connu, tu vois, ça veut dire, pour eux, tu vois, à chaque fois, ils parlaient, je sais pas, moi, je connaissais, il y avait un mec, tu vois, qui avait étudié avec Einstein et tout ça à Princeton, et que lui me disait, ouais, en fait, Einstein nous apprenait à dire que si une théorie, moi, je comprenais ce qu'il disait, encore une fois, mais il disait que si une théorie mathématique, en fait, elle était pas belle, eh ben, il fallait la considérer comme fausse. Et que, tu vois, que c'était un truc comme ça, tu vois.
je sais pas, tu vois, Einstein, tu vois, c'est comme ça qu'il jugeait une théorie vraie ou fausse, si la sphère était belle ou pas, parce qu'il disait qu'il y avait une harmonie dans l'univers et que c'est impossible et que, en fait, une équation mathématique, elle doit refléter l'harmonie universelle, et c'est impossible qu'une équation qui soit pas belle, en fait, elle reflète une vérité, la vérité de l'univers. C'est pour ça que lui, tu vois, il n'aimait pas la théorie des cordes et tous ces machins, etc., blablabla. C'était pas beau, quoi. C'était pas beau au niveau théorique, quoi. Ouais. Et tu vois, donc je sais pas, mais après, il m'avait dit ça. Donc, je dis, même quand j'avais fait le cours à Einstein, les mecs qui avaient fait des mathématiques, tous ils me disaient ça. Ils me disaient, ouais, non, c'est une poésie, c'est une liberté, blablabla, tatati. Ok, c'est comme tu dis, donc, ok, moi j'y connais rien. Voilà, donc on va vraiment, tu vois, ça veut dire, amen, tu vois, j'en sais rien, je sais pas, c'est pour ça, ok. Et d'ailleurs, Grothendieck, là, je dois dire son nom, Ouais. lui d'abord, il est devenu fou à peu près à cause de ça, parce qu'effectivement, c'est à force de travailler là-dedans. Et il dit qu'il y a des choses que, quand tu parlais au début du cours, enfin, avant qu'on fasse le cours sur les administrations, il dit il y a des trucs qu'ils ont effacés. C'est-à-dire que lui, il était dans ces trucs-là, c'est lui qui a créé, je ne sais pas quelle école à Paris, machin. Et il dit quand je suis parti, ben, ils ont fermé ces pans-là entiers de recherche. Après, il y en a qui ont ressorti à leur nom à eux. Ah ouais, j'ai vu. Tu vois, donc, et il dit c'est ça, c'est la pieuvre. Les trucs qu'ils ne comprenaient pas trop, ben, ils les ont virés. Ça n'existe plus alors que c'était l'avenir, quoi. Ils sont coupés toute une partie du développement, peut-être qu'on aurait pu prendre de l'avance, ou en tout cas que le monde aurait pu évoluer autrement, mais ils ont coupé des trucs parce qu'ils ne les comprenaient pas ou ça ne les arrangeait pas. C'est exactement ça. Et lui, c'était dans les maths. Et vraiment, lui, c'était un gars qui était quasiment autodidacte, quoi, qui n'a pas fait les grandes machins, qui a fait une fac bidon dans le sud de la France, et qui avait complètement. Mais il comprenait je pense, cette poésie. Ça, quoi. Non, c'est sûr, mais ce que tu dis, c'est revenir sur les médias, c'est la même chose. C'est quand tu me dis, ouais, comment les médias, ça ferme tout, etc. C'est la même chose. C'est parce que là, c'est un exemple de ça, ouais. Ce que j'ai vu, même quand les mecs, quand tu vas sur les bouquins, etc., quand les mecs, tu les payes pour faire de la correction, en fait, tu vois ceux quand ils comprennent pas grand-chose, tu vois où ils basent, où tu vois où ils vont arranger la phrase pour que ça veuille dire ce qu'ils veulent que ça veuille dire, tu vois. Ils se posent pas de question de savoir peut-être c'est plus complexe que je crois, etc. Ils vont édulcorer le truc, tu vois, instantanément. Tu vois, c'est ça, c'est la médiocrité humaine, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, honnêtement, ça veut dire, tu vois, il ne faut pas chercher plus loin la limite des médias et tout ça, etc. Ça veut dire, c'est la nature humaine d'être complètement médiocre, hein, et c'est tout. Hein. Ça veut dire, je veux dire que voilà, nous aussi, on a la chose, tu vois, ça veut dire, voilà, et du coup, on essaie simplement d'étudier les trucs, mais voilà, mais je veux dire, tant qu'on en a conscience, ça va. Quand on est devant les textes comme ça, on se rend compte. Je recommande à nouveau ce bouquin d'Abécera qui s'appelle Babel. Si vous avez l'occasion de tomber dessus, lisez-le. C'est vraiment passionnant, quoi. Vraiment passionnant. Si ça manque à votre culture, c'est un ouvrage majeur et assez lumineux, quoi. Lisez-le. Ok, je regarderai. Je ne sais pas s'il est ici ou à Tel Aviv, mais si je retrouve, je vous donnerai les références. Et hier, tu as recité un bouquin dont tu m'avais parlé, mais. Ouais, le sang de l'Alliance, je crois que c'est le sang de l'Alliance. Ouais, c'est le sang de l'Alliance. Et je pense, le sang de l'Alliance. Je ne sais pas pourquoi j'ai cité ça. Parce que je voulais me parler, je ne savais pas, je voulais leur donner un espoir, tu vois, aussi, tu vois. Il fallait que je Quel livre? Le sang de l'Alliance, avec l'histoire que je vous ai racontée, qu'il y a eu le Chine dans tu vois, dans le cendrier du truc, etc. De chercher une brèche, toute cette histoire-là. Je ne sais pas pourquoi, tu vois, je ne sais même pas ce que je raconte. Quand je fais ces cours-là, franchement. Non, c'était parce que tu cherchais une brèche, oui, c'était un exemple de brèche. Oui, c'est ça ce que je voulais dire, c'est ce que je raconte. Non, c'était un. Oui, ça va. C'est un bon exemple. C'était un bon exemple. Non, mais ce qui était bien, c'est que c'était un exemple d'un mec pas religieux, donc c'était bien parce que, enfin, quoi qu'il en soit, la population qu'il y avait là, c'est quand même des gens qui viennent dans une choule, quoi, tu vois. Cette idée-là, c'est pas un public. Non, mais dans le 10e, c'était moins religieux que. Oui, non, mais dans le 10e, c'est des cuches, c'est le contraire, c'est des mecs, c'est des anti. Comment tu as pu attirer des